sur ce quatrième épisode de notre série de webinaires sur la santé des adolescentes. Donc ce soir, nous allons parler de l'adolescence et des pathologies gynécologiques qui peuvent avoir lieu à ce moment-là de la vie. Pour rappel, on a déjà réalisé trois webinaires portant sur la santé sexuelle des adolescentes, les grossesses chez les adolescentes, l'image corporelle au cours de cette période de l'adolescence. Et nous aurons un dernier webinaire le 1er décembre qui portera sur l'adolescence et la sexualité. Donc nous allons débuter par une série de trois présentations où on aura les questions-réponses qui seront réalisées à la fin de ces trois présentations. Pendant les présentations de chaque orateur, vous avez accès au chat en bas de l'écran pour poser toutes vos questions et on les sélectionnera à la fin pour essayer voilà, de poser au maximum les questions aux différents orateurs. Et donc, nous allons débuter par la présentation du docteur Sabrina D'Acosta, qui exerce en tant que gynécologue médicale dans le service d'endocrinologie, gynécologie et diabétologie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades, et qui va nous parler des saignements utérins anormaux au moment de l'adolescence. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci à vous pour cette invitation. Alors, je vais partager mon écran. J'espère que c'est bon pour mon écran. Que tout... Super. Donc, voilà, merci pour cette présentation. Donc, moi, je vais traiter du sujet des saignements utérins anormaux chez l'adolescente. Et donc, le topo s'appelle Quand ça ne s'arrête plus de saigner, puisque un des troubles très fréquents chez l'adolescente, c'est quand les règles commencent et qu'elles ont énormément de mal à s'arrêter. Ça peut durer parfois plusieurs semaines, ce qui est parfois très inquiétant à la fois pour les jeunes filles, les parents et les médecins qui les reçoivent en consultation. Donc, je commence par poser le cadre avec les définitions. Donc, quand on va parler de saignements utérins anormaux, on va parler de règles qui peuvent être trop longues, donc qui vont durer au-delà de 7 jours, de règles qui vont être trop fréquentes, c'est-à-dire qui vont arriver dans un délai inférieur à 21 jours. Et il y a aussi la question de l'abondance. Et donc, on va parler de règles abondantes quand le volume sera supérieur à 80 millilitres. Et donc, ça, c'est assez difficile à évaluer. Et donc, on a, de manière assez arbitraire, on parle de changement de protection à plus de 5-6 changes par jour, mais ça, je vais revenir sur les modalités d'évaluation de l'abondance des règles. Il faut savoir que c'est un problème de santé publique. Dans la population générale, on se rend compte que ça concerne entre 11 et 13% des femmes. On a 37% des adolescentes qui rapportent des menstruations abondantes et 13% qui rapportent une prise de médicaments en lien avec des règles abondantes. L'anémie par carence martiale, ça concerne entre 5 et 10% des femmes réglées et les règles abondantes sont la cause la plus fréquente d'anémie chez la femme réglée. Donc c'est important de savoir le dépister et de savoir les prendre en charge. La question de l'évaluation de l'abondance est une question qui est assez compliquée parce qu'en pratique c'est assez difficile. Là, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut pas forcément se contenter de poser la question est-ce que vous avez des règles abondantes ou pas, puisqu'en fait 40% des femmes avec des ménorrhagies, donc des règles abondantes, pensent avoir des règles d'abondance normales et on aura 14% des femmes avec des règles d'abondance normale qui considéreront que leurs règles sont trop abondantes. Donc c'est l'importance de ne pas s'arrêter à cette première question et d'essayer en tout cas d'évaluer le plus objectivement possible l'abondance des règles. Donc, on a certains outils. Déjà, à l'interrogatoire, on peut essayer d'avoir une évaluation objective. On va demander à la patiente la durée des règles, la régularité des cycles. On va essayer d'évaluer le nombre de changes. Alors, quand on va essayer d'évaluer le nombre de changes, c'est important de demander quel type de protection elles utilisent. Est-ce que c'est des protections pour flux abondants, pour flux moyens, pour flux modérés, et d'évaluer le nombre de changes qu'elles vont avoir, notamment les jours où c'est le plus abondant. On va essayer de savoir s'il y a des débordements qu'on va interpréter en fonction du nombre de changes qu'elles vont rapporter, des caillots. Et maintenant, il faut savoir qu'on va considérer que à partir du moment où des règles, où le flux des règles va avoir un impact sur la vie sociale des jeunes filles, c'est que très probablement il y a des règles abondantes et que ça nécessite une prise en charge. Après, évidemment, on peut rechercher des signes cliniques d'anémie, de mauvaise tolérance. Je vous ai mis le dosage de l'hémoglobine point d'interrogation parce qu'en fait, il n'y a aucune corrélation entre le taux d'hémoglobine des patientes et ce qu'elles peuvent nous rapporter à l'interrogatoire. Donc, c'est pas forcément le dosage de l'hémoglobine qui sera intéressant. Le dosage de l'hémoglobine, il sera intéressant à la recherche d'une complication la complication qu'est l'anémie et la carence en fer. Il est vrai que l'évaluation, elle est assez compliquée. Il existe un score qui est le score de IGAM, dont vous avez les modalités de remplissage sur le dessin à gauche.
L'idée étant de le faire de manière prospective, c'est comme ça qu'il a été validé. Donc l'idée, c'est pas de le faire en consultation en demandant à la patiente de se rappeler ce qui s'est passé les règles d'avant, mais bien de lui donner le score de IGAM à faire à la maison pour qu'elle puisse le remplir les jours, enfin au moment où elle a ses règles, et jour après jour. L'idée pour elle, c'est de savoir le nombre de protections qu'elle va utiliser et qu'elle va coter en fonction du remplissage, de la manière dont en fait les protections sont remplies. Et ensuite, il suffit de faire simplement une addition. Et si le score est supérieur à 100, on va parler de règles abondantes, de ménorragie. S'il est supérieur à 150, à ce moment-là, ce seront des ménorragies sévères, avec un phénotype hémorragique sévère. On a été obligé de s'adapter à l'arrivée de nouvelles protections, donc notamment les culottes menstruelles, la cup. C'est beaucoup la culotte menstruelle qui est utilisée chez les adolescentes, un peu moins la cup, pour des raisons pratiques en fait au collège et au lycée. La culotte menstruelle, en revanche, elle est très utilisée. On n'a pas d'études qui nous permet d'évaluer ces culottes menstruelles et la manière dont ça absorbe. Il y a beaucoup de marques, beaucoup de flux. Ce qui a été communément admis, c'est que les culottes menstruelles pour flux très abondants, elles doivent tenir la journée. Donc en fait, elles en prennent une elles en mettent une le matin qui doit durer la journée et elles changent le soir pour la nuit. Si la culotte menstruelle doit être changée en milieu de journée, à ce moment-là, c'est que les règles sont trop abondantes. Pour les étiologies, contrairement à ce que on a dans la population adulte, c'est principalement des troubles fonctionnels qui vont être à l'origine des saignements utérins anormaux, très rarement des pathologies organiques, et c'est pour ça que l'imagerie n'est pas l'examen de première intention chez l'adolescente qui va avoir des règles abondantes. Mais par contre, on va être assez vigilant au dépistage des pathologies de l'hémostase, qu'on va retrouver en fait dans près de 20%, enfin alors, dans la littérature entre 5 et 20% des patientes qui ont des règles abondantes. Donc, les saignements utérins anormaux d'origine fonctionnelle, c'est entre 80 et 90% des cas. Et en fait, c'est par dysfonction ovulatoire qui est liée à l'immaturité de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, il faut savoir que dans les premières années qui suivent la ménarche, les cycles sont très fréquemment anovulatoires. Donc, je vous ai dit, donc, dans les 2 premières années post-ménarche, c'est 55 à 82% des cycles. 2 à 4 ans post-ménarche, entre 30 et 55% des cycles qui sont anovulatoires. De 4 à 5 ans post-ménarche, 20%. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Et ça peut durer très longtemps après les premières règles. Donc en fait, quand on n'ovule pas de manière efficace, on a une sécrétion en fait d'œstrogène qui ne va pas être compensée par la sécrétion de progestérone qui elle n'arrive qu'après ovulation. Donc l'endomètre pousse sous l'effet des œstrogènes, pas de sécrétion de progestérone et donc on a une desquamation irrégulière et incomplète de l'endomètre. Là où on peut rassurer les jeunes filles, c'est que ce sont des troubles qui sont donc très larges, enfin qui sont le plus souvent transitoires, et donc les règles abondantes dans les premières années qui suivent la ménarche, on considère que c'est un problème transitoire et qui va s'améliorer avec le temps. Donc, dans la littérature, on peut retrouver entre 5 et 24% de maladies de Villebrandt chez les jeunes filles qui ont des règles abondantes. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir savoir dépister. Et il faut y penser pour les jeunes filles qui se présentent avec des règles abondantes. Là, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif des maladies constitutionnelles de l'hémostase. La plus fréquente, c'est la maladie de Villebrandt de type 1. C'est vraiment une anomalie dont le phénotype hémorragique est assez variable. Et en fait, les règles peuvent être le seul symptôme révélateur de cette maladie de Villebrandt. Les types 2, les types 3 sont plus rares, mais avec des phénotypes hémorragiques beaucoup plus sévères. Il y a aussi les thrombocytes Glanzmann, les maladies de Bernard-Soulier. Ça, c'est des anomalies de l'hémostase, comme les Villebrandt de type 3 ou de type 2, qui sont diagnostiquées en général avant la survenue des premières règles. Donc, en première intention, quand on a une jeune fille qui va venir avec des règles abondante, on peut être amené à prescrire donc un bilan d'hémostase. Et donc le bilan de première intention, c'est celui que je vous ai écrit dans le premier encadré. Évidemment, on fait la numération et le dosage de la ferritine pour le retentissement de ces règles abondantes. Et pour l'hémostase, on va faire le TP, le TCA, fibrinogène. Il faut doser le facteur Villebrandt activité et antigène, puisque la maladie de Villebrandt ne peut pas être dépistée par le dosage du TP-TCA. Je vous ai mis entre parenthèses le groupe sanguin et la CRP pour interprétation. Les patientes qui sont de groupe O ont des normes de facteurs Villebrandt qui sont plus bas que le reste de la population. Mais il faut savoir que le dosage du groupe sanguin ne sera pas remboursé dans cette indication-là. Donc, on peut s'abstenir du groupe sanguin dans un premier temps et le faire dans un deuxième temps si finalement on a des facteurs Villebrandt qui sont à la limite de la normale. La CRP, ça nous permet de rechercher un syndrome inflammatoire en sachant que si le fibrinogène est augmenté avec une CRP augmentée, ça va dans le sens d'un syndrome inflammatoire qui va avoir tendance à faire augmenter les taux de facteurs Villebrandt et donc on ne pourra pas considérer
un facteur vibrant normal dans un contexte inflammatoire. On dose le facteur 8, évidemment les bêta-HCG systématiques devant des saignements utérins anormaux, encore à moduler chez la jeune fille qui vient à 11 ans pour ses premières règles aux urgences. Mais voilà, on peut le considérer comme un examen systématique. TSH prolactine, c'est parce que ça permet donc le dépistage de maladies endocriniennes qui peuvent être responsables de dysovulation et donc de saignements utérins anormaux. Et j'ai diagnostiqué des microadénomes à prolactine sur des tachyménorrhies. Si ce bilan est anormal, il faudra l'adresser vers un spécialiste de l'hémostase. Si la jeune fille a présenté un saignement utérin anormal aigu qui a motivé une consultation aux urgences, s'il y a des antécédents familiaux de saignements utérins anormaux ou de maladies hémorragiques, ou si elle présente à l'interrogatoire une symptomatologie euh, hémorragique extra-gynéco, à ce moment-là, il faut l'adresser directement à un spécialiste de l'hémostase qui, lui, va donc faire le bilan que je vous ai indiqué sur cette diapositive, mais va aussi aller au-delà si ce premier bilan est normal, notamment pour l'étude des fonctions plaquettaires, ce que vous ne pouvez pas faire en ville. Donc, la prise en charge des patientes qui viennent pour saignements utérins anormaux, elle doit prendre en compte la sévérité du phénotype hémorragique, le besoin ou non d'une contraception, les éventuelles contre-indications et le désir de la patiente. Et je ne l'ai pas écrit sur la diapositive, mais parfois il faut aussi prendre en compte le désir de la famille ou en tout cas les inquiétudes des parents. Le traitement doit en permanence être évalué et adapté. On part du principe qu'on est sur un trouble qui va être transitoire, donc rien n'empêche à distance de la ménarche ou quand les choses semblent, enfin, quand la patiente désire en tout cas arrêter les traitements symptomatiques, de faire une pause ou de faire une décroissance thérapeutique pour peu à peu arrêter les différents traitements qui auront été proposés. Et on n'oubliera pas la supplémentation martiale lorsqu'il y a une carence en fer qui est fréquente lorsqu'on on prend en charge ces jeunes filles. Donc, quand le phénotype hémorragique est considéré comme modéré, donc c'est les patients qui vont venir vous voir en consultation, à l'interrogatoire, on n'a pas l'impression que c'est sur un phénotype hémorragique sévère. L'hémoglobine, quand vous aurez récupéré le bilan, sera supérieur à 8 grammes par décilitre. On n'a pas de signe de mauvaise tolérance. Le traitement de première intention, c'est l'acide tranexamique, qui va permettre de diminuer le flux, mais qui n'aura aucun impact sur la durée. Donc, pour celles qui saignent tout le temps, pour lesquelles ça ne s'arrête pas, c'est pas l'acide tranexamique qui va faire arrêter le saignement. Ça va diminuer quand c'est trop abondant. La posologie habituelle, c'est entre 1,5 g à 4 grammes par jour. La seule contre-indication, c'est les convulsions sévères et il faudra juste penser à adapter les doses s'il y a une insuffisance rénale. Dans les contre-indications, il y a aussi, mais c'est assez rare chez l'adolescente, c'est les antécédents personnels de phlébite et d'embolie pulmonaire ou des accidents vasculaires, les thromboses artérielles. Si c'est pas suffisant, on peut être amené à proposer en plus donc de l'acide tranexamique un traitement hormonal. Si on n'a pas besoin de contraception, ce sera plutôt les traitements progestatifs séquentiels du 16e au 25e jour du cycle. En général, c'est classiquement le Dufaston qu'on prescrit en première intention et qui sera particulièrement intéressant si on a des troubles du cycle, notamment donc ces saignements qui ne s'arrêtent pas, des cycles trop courts ou des cycles trop longs. Si on a un besoin de contraception ou si on est en échec des traitements dont je vous ai parlé précédemment, on pourra évidemment proposer une pilule œstroprogestative en l'absence de contre-indication. Je vous ai mis en italique en discontinu parce qu'aujourd'hui, on n'a rien qui nous empêche chez les jeunes filles qui le souhaitent, à partir du moment où on prescrit une pilule œstroprogestative, de leur proposer en continu si elles le préfèrent. En cas de phénotype hémorragique plus sévère, donc à l'interrogatoire, l'abondance vous paraît très importante, l'hémoglobine est inférieure à 8 et où il y a des signes de mauvaise tolérance, bah là on va prescrire l'acide tranexamique, mais en plus un traitement hormonal qui se voudra être plutôt une pilule œstroprogestative en l'absence de contre-indication qu'on va plutôt mettre en place dans un premier temps en continu pour obtenir une aménorrhée thérapeutique. Là, l'objectif, c'est clairement, on arrête le saignement, on leur permet de se recharger en fer parce qu'on leur a proposé une substitution martiale et en stoppant les saignements, en général, l'hémoglobine se corrige assez rapidement. Ça leur permet quand même de récupérer plus vite. Puis, on fait une décroissance thérapeutique progressive une fois que l'anémie est corrigée. Les autres traitements possibles, alors les microprogestatifs, ils ont leur place en cas de contre-indication ou mauvaise tolérance aux œstroprogestatifs. Il est vrai que le désogestrel, on évite de l'utiliser en phase aiguë, donc chez une patiente qui va être en train de saigner activement parce que ça contrôle très mal le saignement aigu. Donc si on devait envisager un traitement, on serait plutôt sur la drospirinone ou le dienogest, point d'interrogation puisqu'on est hors AMM pour le dienogest dans cette indication-là. Les macroprogestatifs peuvent être
utiles et ils sont très intéressants en phase aiguë en cas de contre-indication et ou mauvaise tolérance aux œstroprogestatifs. Là encore, on est hors AMM et en plus de ça, on a la problématique de l'alerte de la NSM sur le risque de méningiome lorsqu'on est sur une utilisation au long cours de ces molécules. Il y a un discours qu'il faut avoir de grande réassurance puisque la population adolescente n'est pas concernée par le risque de méningiome sous macroprogestatif. On n'a aucun cas rapporté et que nous, on va être sur une utilisation ponctuelle chez une patiente qui saigne activement en aigu. Le déiolévonorgestrel, c'est une alternative qui a fait ses preuves qui a fait la preuve de son efficacité sur les saignements utérins anormaux chez l'adolescente. Il va falloir attendre qu'elles aient eu leur premier rapport avant d'envisager ce type de traitement. Les analogues de la GnRH, je l'ai écrit dans les diapositives, c'est très exceptionnel qu'on prescrive les analogues, mais ça peut être utilisé évidemment en dernier recours et pour une durée la plus courte possible. Là, je vous ai mis des algorithmes de prise en charge des saignements utérins anormaux aigus lorsqu'elles se présentent en urgence pour un saignement actif. C'est un algorithme que vous allez retrouver dans le PNDS qui a été publié en 2021 sur la gestion des saignements utérins anormaux dans le cadre des maladies de l'hémostase. Mais l'ensemble des algorithmes que vous retrouverez dans ce PNDS sont valables en fait qu'il y ait ou non une maladie de l'hémostase. Et donc, quand elles se présentent aux urgences, on leur prescrit de l'acide tranexamique, Péros, voire IV, et on va démarrer un traitement hormonal. En l'absence de contre-indication, ça sera une pilule œstroprogestative. Pour arrêter un saignement, on peut être amené à doubler, voire tripler la dose d'œstroprogestatif jusqu'à ce que le saignement s'arrête. S'il y a une contre-indication, ça sera plutôt les macroprogestatifs. Et puis, quand les saignements se sont arrêtés, elles rentrent chez elles et il faut les adresser à une consultation spécialisée pour la suite de la gestion. Donc ça, c'était juste pour vous donner, alors c'est 2022, je vous ai dit 2021, mais c'est 2022 pour le PNDS et que vous retrouverez du coup évidemment en accès libre sur Internet. Et voilà, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très détaillée, qui nous a donné en effet beaucoup d'algorithmes et de conduites à tenir précises, pratiques, qui peuvent être très utiles. Donc nous allons enchaîner avec la deuxième présentation par le professeur Jean-Claude Carrel, qui est pédiatre, chef de service du service d'endocrinologie, diabétologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré. Merci beaucoup pour votre présence et vous allez nous parler des principales anomalies de la puberté. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je pense que c'est bon. Oui, Parfait. c'est bon. Écoutez, merci pour l'invitation à participer à ce webinaire. Du coup, un quart d'heure sur les anomalies de la puberté. Ça impose finalement un survol de pas mal de domaines un peu différents et du coup, voilà, c'est ce que je vais faire. Et du coup, j'aurai probablement des candidatures moins détaillées que celles qui ont été présentées dans la présentation qui vient voilà, d'avoir lieu. Alors, la puberté, du coup, qu'est-ce que c'est? La puberté, c'est donc évidemment la transition entre l'enfance et l'âge adulte, les caractères sexuels secondaires. Il y a des aspects importants autour de la croissance, puisqu'il y a à la fois une accélération de la taille et ensuite l'arrêt de la croissance. C'est l'acquisition des fonctions de la reproduction et il y a évidemment beaucoup de bouleversements psychiques à ce moment-là. Derrière tout ça, il y a une mécanistique que je ne vous détaillerai pas, mais qui est sur le schéma. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'horloge de la puberté n'est pas dans l'hypophyse comme les gens le pensent parfois, mais l'horloge de la puberté est dans l'hypothalamus. Et dans l'hypothalamus, il y a un acteur numéro un qui est le neurone AGNRH, qui est vraiment le centre de contrôle de la puberté, et lui-même est en contact avec voilà, différentes catégories de neurones, en particulier neurones à peptine, et tout ça fait un joyeux réseau qui commande la puberté. En dessous de cette partie hypothalamique, eh ben, il y a de façon plus classique l'hypophyse qui fabrique la LH et la FSH qui agissent sur les ovaires avec voilà, les différentes interactions hormonales. Alors, quand on
on pense puberté, on pense début de la puberté, fin de la puberté. Et il faut savoir qu'il y a finalement une assez grande confusion dans le public, parce que si vous demandez à quelqu'un quand est-ce que tu as eu ta puberté, la plupart des femmes vont répondre avec la date de leur première règle. Alors que pour les médecins et pour les endocrinopédiatres en particulier, le début de la puberté, finalement, si on se met sous un angle biologique, moi je vais vous répondre que le début de la puberté, c'est quand la GNRH se met à être sécrétée de façon plus abondante dans le système porte hypothalamo-hypophysaire, mais ça, évidemment, comme on n'y est pas, eh ben, on ne peut pas le mesurer. En revanche, le début de la puberté, on le marque cliniquement par le début du développement des seins. Et donc, pour nous, le début de la puberté, c'est le stade S2 de Tanner, c'est-à-dire quand les seins commencent à pousser. Il faut aussi savoir que la pilosité pubienne, si elle fait partie du processus pubertaire, elle ne rentre pas dans la définition du début de la puberté. Et donc une pilosité pubienne qui pousse, qui apparaît, mais sans développement des seins, en fait c'est un début de ce qu'on appelle la pubarche, mais pas un début de la puberté. Donc du coup, et évidemment, ces choses-là ne sont pas connues de nos patients et de façon assez large de beaucoup de professionnels de santé. Et donc, il est important de savoir de quoi on parle pour éviter les malentendus. Alors, comme je vous l'ai dit, le début de la puberté, c'est le stade 2 de Tanner, l'apparition des seins. Et du coup, pour parler d'anomalie de la puberté, il faut parler de ce qui est normal. Et vous voyez que physiologiquement, on considère habituellement que le début de développement des seins est normal entre 8 et 13 ans. Pareil pour le début de la pilosité pubienne. Et l'âge des premières règles, il oscille entre 9 ans, 9 ans et demi et 15 ans et demi, 15 ans. Enfin voilà, donc voilà les limites habituellement retenues. Alors, ce que les gens ne réalisent souvent pas, c'est à quel point finalement l'âge physiologique de la puberté est variable, puisque si vous rapportez l'écart entre 8 et 13 ans à la moyenne qui est de 10 ans et demi, ça veut dire que l'âge de la puberté varie en grosso modo de 50%. Et cette variation de 50%, si on la rapporte par exemple à la variation de la taille, qui elle n'est que de 15%, je pense que si j'avais demandé voilà, aux personnes qui participent au webinaire qu'est-ce qui est plus variable, la taille ou la puberté, je pense que la plupart des gens auraient répondu sur la taille. Et donc, important de savoir que cette puberté, elle est en fait très variable. Alors, elle est variable d'une personne à l'autre et elle varie aussi au fil du temps. Ça, c'est des données danoises dans lesquelles ils ont regardé l'âge de début d'apparition des seins chez des petites filles de la population générale. L'étude est déjà un peu ancienne, mais du coup, ils avaient regardé à 15 ans d'intervalle. Et vous voyez qu'à 15 ans d'intervalle, l'âge d'apparition des seins avait avancé d'environ une année. Alors, les gens traduisent ça en général par la puberté survient plus tôt, mais quand vous voyez l'âge des premières règles, vous voyez que l'âge des premières règles, toujours dans la même cohorte, en fait, il n'a pas varié. Et donc, en fait, c'est la puberté qui a changé, qui finalement dure plus longtemps. Alors, ça suggère aussi que bien que on utilise ces limites de 8 ans pour définir une puberté précoce, il est assez probable, et malheureusement, on n'a pas de données de population en France, que 8 ans, même si parfois pour les gens, ils ont l'impression que c'est voilà, que c'est très tôt, en fait, probablement, la vraie limite de la puberté normale est encore un tout petit peu plus jeune que 8 ans. Alors, il faut savoir aussi que l'âge des premières règles a beaucoup varié. Là, on n'est pas sur un intervalle de 15 ans, mais sur un intervalle de plus d'un siècle. Et vous voyez que au 19e siècle, l'âge des premières règles était en moyenne aux alentours de 16 ans et a évolué pour arriver à l'âge moyen de l'ordre de 12 ans et demi, qui dans les pays occidentaux comme la France varie relativement peu. Vous voyez par exemple que dans un pays comme la Chine, dans les années 70, l'âge des premières règles était encore aux alentours de 15 ans. Et avec le développement et l'évolution nutritionnelle de la Chine, eh bien, en très peu de temps,
c'est passé de 15 ans à des valeurs qui sont assez proches de celles qu'on voit en Europe. Alors ça souligne le fait que la puberté, elle varie beaucoup et qu'il y a beaucoup de facteurs qui la font varier, en particulier dans la population générale. Mais là, le survol va faire que je vais être très rapide là-dessus, mais on peut dire que il n'y a pas un facteur qui fait varier la puberté, il y a des facteurs internes et des facteurs externes. Les deux facteurs internes les plus importants, c'est la génétique, et effectivement, il y a plein de gènes qui interfèrent avec l'âge de la puberté. Et puis la masse grasse, laquelle masse grasse est aussi un facteur externe, puisque la masse grasse, elle dépend de sa génétique et de ce qu'on mange. Et il y a un lien qui est extrêmement fort entre maturation pubertaire et adiposité et stock énergétique. Il y a d'autres facteurs qui sont moins connus, comme par exemple la composition familiale ou le stress chronique, qui sont des facteurs qui peuvent faire varier le début de la puberté. Alors, pour aller dans le sujet lui-même, mais ça me paraissait important de le mettre en place, bah, les anomalies de la puberté, pour faire simple, c'est ou trop tôt ou trop tard. Voilà. Alors, trop tôt, c'est ce qu'on appelle les pubertés précoces. Donc, ça, on le définit par le début du développement des seins avant 8 ans. Après, les seins avant 8 ans, ça ne veut pas dire qu'on a une puberté précoce évolutive et qu'il va y avoir besoin d'un traitement, mais ça suggère qu'en tout cas, il faut analyser la situation. Il y a d'autres situations qui sont analogues, mais qui ne sont pas vraiment une puberté précoce. C'est l'apparition précoce de la pilosité pubienne, donc ce qu'on appelle la pubarche précoce. Et ça envoie plutôt vers des maladies de la glande surrénale et ça nécessite une analyse un peu particulière. Il y a les règles précoces, donc avant 9 ans et demi. Alors, elles peuvent soit faire suivre une puberté précoce, du coup elles s'intègrent dans une puberté précoce, mais parfois isolément sans signe de puberté. Et là, elles nécessitent un bilan qui est plutôt d'ordre gynécologique, parce que voilà, ça peut être un signe de lésion ou tumorale, en particulier de utérovaginale. C'est parfois une porte d'entrée l'enquête sur les abus sexuels, parce que les gens appellent règles des saignements, et donc c'est pas forcément des règles, ça peut être des saignements. Et donc on est toujours très vigilant quand il y a des règles sans signe de début de la puberté, donc sans développement de la poitrine. Alors quand c'est trop tard, hein, que c'est quoi trop tard? Trop tard, c'est soit un impubérisme, c'est-à-dire l'absence complète de développement des signes pubertaires après l'âge de 13 ans, donc pas de sein à 13 ans, soit parce qu'il n'y a pas de règles, alors que le début de la puberté a eu l'air d'avoir lieu, puis voilà, les règles n'arrivent pas. Et donc, dans ce cas-là, voilà, pas de règles à 15 ans et demi ou 3 ans après le début de la puberté. Alors, de façon non spécifiquement adolescente, il y a l'aménorrhée secondaire, hein, mais bon, l'aménorrhée secondaire, finalement, c'est le même type de bilan que chez des femmes plus âgées. Alors, quelques messages clés. Même si la plupart des anomalies de la puberté sont relativement bénignes et sont des variants de la normale, et ben une fois de temps en temps, ces anomalies de la puberté, ça peut cacher des maladies graves et voilà, qui vraiment nécessitent un diagnostic. Il faut savoir qu'on ne peut pas isoler le développement pubertaire du reste du développement et de la physiologie des adolescentes. Et il faut aussi savoir ne pas être normatif et pas avoir d'idées préconçues sur la puberté. Alors, les pubertés précoces, la plupart d'entre elles sont d'origine centrale. Donc ça, c'est la pulsatilité de la générale dont je vous ai parlé tout à l'heure qui se met en œuvre et qui active tout le système. Et on distingue deux sous-types qui sont la puberté précoce centrale dite idiopathique, sans qu'il y ait de cause particulière, et on fait très systématiquement une IRM cérébrale pour rechercher une anomalie au niveau de l'hypothalamus, et l'image que vous voyez là est celle d'un amartome hypothalamique, et donc on parle à ce moment-là de puberté précoce centrale lésionnelle ou non idiopathique. Donc ça, c'est des pubertés précoces centrales qui sont vraiment les plus fréquentes des pubertés précoces que l'on voit. Et puis à côté de ça, je ne les détaillerai pas, mais il y a ce qu'on appelle des pubertés précoces dites périphériques.
Donc là, la particularité, c'est que les gonadotrophines sont basses. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de mécanismes différents qui peuvent être impliqués, soit des maladies de fonctionnement autonome des ovaires, soit des tumeurs ovariennes. Il peut y avoir des tumeurs de la glande surrénale qui donnent des signes androgéniques. Et puis, il ne faut pas oublier que les enfants peuvent être exposés à des stéroïdes sexuels, en particulier des formes percutanées. Et donc, des petites filles peuvent venir soit avec des poils, soit avec des seins, parce qu'ils ont été exposés dans leur environnement à des stéroïdes sexuels. Alors, je ne rentrerai pas là-dedans, mais le message à faire passer, c'est que c'est pas parce que les seins se mettent à pousser, par exemple chez une petite fille de 7 ans, qu'elle a forcément une puberté précoce centrale et évolutive qui a besoin d'un traitement. Et du coup, on a toute une grille d'analyse hein, qui repose sur la clinique, sur la vitesse de croissance, sur l'âge osseux, et pas toujours sur les dosages hormonaux, mais déjà une première évaluation clinique permet d'évaluer la situation dans la majorité des cas. Et pour s'orienter vers des situations où soit il n'y a aucun traitement à envisager, soit dans certains cas, effectivement, on envisage un traitement par ce qu'on appelle les agonistes de la GnRH pour freiner la puberté. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quelles sont les conséquences des pubertés précoces? Eh ben, il y a des effets sur la taille adulte, puisque dans les pubertés précoces évolutives, les enfants grandissent très vite et s'arrêtent anormalement vite de grandir. Ça a un impact sur la taille adulte, mais qui n'est pas un impact majeur, hein. Ça fait perdre en moyenne 4 ou 5 cm, donc ce n'est pas non plus un impact absolument majeur. Et il y a un impact psychosocial qui est non négligeable, qui est souvent assez mal quantifié parce qu'on n'a pas forcément les bons outils pour l'identifier. Et on sait que les petites filles qui ont une puberté précoce peuvent avoir des signes dépressifs, voilà, se sentir isolées. Et on sait qu'à long terme, ça peut être associé à des troubles des conduites au moment de l'adolescence. Le traitement dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des traitements qui sont à poser par des spécialistes en endocrinologie pédiatrique, des traitements qu'on arrête en général vers 10 ou 11 ans, et voilà, qui ont un effet sur la taille, mais dont il ne faut pas surestimer l'impact, et malheureusement dont l'impact psychosocial est assez mal évalué. Alors, si on se met de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau des retards pubertaires, bah, finalement, dans les retards pubertaires, il y a un dosage assez simple qui nous guide, c'est doser la FSH. Et ça nous permet de distinguer finalement dans les retards pubertaires ceux dont les gonadotrophines sont élevées et ceux dont les gonadotrophines sont normales ou basses. Alors, quand les gonadotrophines sont élevées, ça nous envoie vers une insuffisance ovarienne. Et dans l'insuffisance ovarienne, la principale cause, c'est le syndrome de Turner. Mais il faut savoir qu'à côté du syndrome de Turner, il y a une kyrielle de maladies rares qui peuvent donner aussi des insuffisances ovariennes. Quand les gonadotropines sont normales ou basses, eh bien là, on est dans un cadre qui est finalement beaucoup plus large. Et ça peut. Et du coup, je vous disais, il y a parfois des maladies graves. Par exemple, ça peut être le signe d'une tumeur de la région hypophysaire. Alors souvent avec en même temps un ralentissement de la croissance. Ça peut être une hyperprolactinémie, ça peut être lié à plein de problèmes de santé divers, et en particulier l'anorexie mentale, c'est bien connu, donne un retard pubertaire. Il y a des causes génétiques d'hypogonadisme, tout en sachant que le retard simple de la croissance et de la puberté est la cause la plus fréquente. Dernier cadre qui est un peu différent, c'est la puberté entre guillemets anormale, c'est-à-dire que c'est des jeunes filles dont la puberté se développe en apparence normalement, mais qui n'ont pas de règles. Donc ça, c'est une aménorrhée isolée, mais avec le développement des seins de la pilosité qui est normale. Et ça peut être l'indication d'une anomalie de développement hétérovaginal, en particulier ce qu'on appelle le syndrome de Rokitansky. Donc, évidemment, c'est des pathologies dont le diagnostic est vraiment important.
Alors, l'impact du retard pubertaire, il est souvent sur la croissance. Et il faut savoir que les patientes qui viennent nous voir pour un retard pubertaire, en fait, viennent souvent pour un retard de croissance. En fait, ils viennent en disant, ben voilà, ma fille est trop petite, ou la patiente qui se plaint d'être trop petite. Et en fait, il s'agit d'un retard pubertaire. Il y a un impact psychologique qui est important, en particulier de ce décalage avec les pairs. Bah, la prise en charge, elle dépend de la pathologie causale, et puis voilà, on peut être amené à utiliser des ostroprogestatifs pour mimer le développement de la puberté. Et évidemment, la façon de faire dépend largement de la cause. Ça, c'est juste une liste, mais que je ne commenterai pas sur le fait que les pathologies générales qui peuvent entraîner des retards pubertaires sont extrêmement hétérogènes. Et donc là, par exemple, anémie chronique, maladie rénale. Donc finalement, on voit qu'on est vraiment dans un cadre de médecine interne. Et c'est là où je disais, la puberté, il faut l'intégrer dans le développement global. Euh, Juste cette diapositive pour vous montrer le nombre de pathologies génétiques qui ont été identifiées. Là, c'est une équipe lituanienne qui a fait ce travail que je trouve assez remarquable. Ils ont colligé tous les gènes qui peuvent altérer le développement de la puberté chez les adolescentes. Et vous voyez le nombre de gènes qui peuvent être impliqués dans des maladies de la puberté. Très rapidement, avant de finir, deux ou trois quiz, mais alors là, malheureusement, on ne peut pas les faire en live. Est-ce que la taille adulte dépend de l'âge de la puberté? Beaucoup de gens pensent que oui, mais la réponse est non. Est-ce que la croissance s'arrête dès les premières règles? Beaucoup de gens pensent que oui, mais la réponse est non. On continue à grandir, même si on grandit moins vite après les premières règles. Est-ce que les règles surviennent toujours 2 ans après le début des seins? La réponse est non, c'est variable. Et est-ce que la précocité de la puberté c'est associé avec des problèmes psychosociaux à l'adolescence? La réponse est oui. Il y a plein de données statistiques, enfin épidémiologiques, qui montrent ça dans la population. Voilà, merci. Je suis désolé d'avoir été un peu expéditif, mais le format était bref. Voilà. Non, mais merci beaucoup pour votre présentation avec ces rappels en effet sur la physiologie, la physiopathologie de cette période qui était très intéressant. Et donc on va enchaîner avec la dernière présentation de cette première partie et à la fin de cette dernière présentation, on fera des questions-réponses. Et donc maintenant on va écouter le docteur Geoffroy Robin, qui est gynécologue médical à l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille et qui va nous parler du syndrome des ovaires polykystiques. Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup à Henri-Jean de m'avoir invité à participer à ce webinaire sur un sujet effectivement extrêmement intéressant. Et donc, on m'a proposé un sujet qui est un sujet effectivement qui passionne les Lillois depuis longtemps, qui est celui du syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, on va traiter du syndrome des ovaires polykystiques chez les adolescentes. Est-ce un mythe ou une réalité? Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, il a été décrit en 1935 par deux chirurgiens américains, Stein et Leventhal. Et ces deux chirurgiens, en fait, ils avaient constaté dans la population adulte des femmes qui étaient en situation d'obésité, hirsutes, avec des cycles, des troubles du cycle importants, et qui avaient à l'époque des ovaires volumineux, mais sans macrokystes. Et donc, ils ont appelé ce syndrome le syndrome des ovaires polykystiques, en pensant qu'il y avait des microkystes à l'intérieur qui expliquaient ce volume ovarien augmenté. C'est la cause la plus fréquente de troubles de l'ovulation, d'hyperandrogénie, d'infertilité féminine. Bref, c'est le trouble gynéco-endocrinien le plus fréquent chez les femmes et ça va atteindre jusqu'à 21% des femmes selon les pays du monde. Donc c'est quand même une situation qui va forcément en pratique gynécologique nous interpeller. Le problème de ce syndrome, il y en a un principal, c'est son nom, parce que quand on dit à une patiente, ah, vous avez plein de kystes aux ovaires, vous ne pourrez pas avoir d'enfants, vous allez devenir obèse, vous ferez un infarctus du myocarde et vous serez toute poilue, à l'adolescence, ça peut faire peur. Et en plus, le terme de kyste est parfois angoissant. Hein, ce ne sont pas des kystes, ce ne sont pas des microkystes. Hein, vous le savez, ce sont en fait des follicules ovariens qui sont en excès dans le parenchyme parce qu'il y a probablement un défaut d'atrésie et un ralentissement de la croissance folliculaire.
c'est un syndrome extrêmement complexe. On parle souvent, et il m'arrive parfois par abus de langage de le dire, du syndrome des ovaires polykystiques. En réalité, il y a des syndromes des ovaires polykystiques. C'est un syndrome, hein, comme en médecine, on a tous appris le syndrome de Cushing. Il y a tout un tas de données cliniques, hormonales, qui permettent de définir un syndrome. Et puis, il y a plein de maladies différentes qui peuvent donner ce syndrome. Alors, par exemple, dans le syndrome de Cushing, on sait que ça peut être un adénome corticotrope, ça peut être un corticosurinalome, une prise exogène de corticoïdes, etc. Mais pour le syndrome des ovaires polykystiques, ce qu'on sait, on sait le définir, il y a des critères, on va revoir ça tout à l'heure, mais en réalité, les causes au départ sont probablement différentes d'une femme à l'autre, avec des formes de SOPK qui sont plutôt des formes neuroendocrines, avec des hyperandrogénies intrinsèques ovariennes au départ, sans qu'il y ait beaucoup d'insulinorésistance, et à l'inverse, des formes de SOPK qui sont très insulinorésistantes, avec des origines probablement qui sont variées. Il existe effectivement des familles très informatives avec une transmission oligogénique du SOPK, et puis il y a aussi des formes environnementales avec notamment peut-être l'exposition in utero à un excès d'AMH qui pourrait favoriser par des mécanismes épigénétiques la transmission de ce syndrome. Et donc quand vous voyez dans les nouveaux concepts de ce syndrome, eh bien, je vais mettre le petit pointeur ici, eh bien, vous voyez que si on répartit la population des femmes avec SOPK dans le monde, eh bien, vous voyez, il y aura trois grands groupes, un peu comme à l'Assemblée nationale actuellement en France. Le groupe reproductif à l'extrême gauche, qui sont vraiment des patientes qui n'ont pas d'insulinorésistance et qui ont surtout une dysfonction ovulatoire et des problématiques d'hyperandrogénie. À l'extrême droite, le phénotype métabolique, où la maladie est essentiellement reliée à la situation d'obésité, à l'insulinorésistance. Et puis entre les deux, les patientes qui vont avoir un doux mélange de l'un et de l'autre. Les critères ont été actualisés en 2003, vous les connaissez. Il faut donc deux critères parmi les trois suivants. Un trouble de l'ovulation qui, dans l'immense majorité, se manifeste par des troubles du cycle. Une hyperandrogénie qui peut être clinique et ou biologique. Et la présence d'un OPK échographique ou éventuellement d'une AMH élevée depuis les dernières recommandations de 2023. C'est donc assez simple à mettre en évidence, en sachant néanmoins que ce qui est absolument fondamental, et ça c'est depuis l'établissement du consensus de Rotterdam, c'est que pour appliquer ces critères très simples, il faut d'abord avoir exclu toutes les autres causes de troubles du cycle et d'hyperandrogénie, le dosage de la prolactine, une hyperplasie congénitale des surrénales de forme non classique, un éventuel syndrome de Cushing, etc. Donc ça nécessite un interrogatoire, un bilan biologique, et après, on peut appliquer éventuellement ces critères une fois qu'on a éliminé tout le reste. Ce qu'il y a, comme vous pouvez le voir là, c'est que les troubles du cycle, l'hyperandrogénie, un OPK échographique, c'est des situations assez fréquentes à l'adolescence et on va voir un petit peu les difficultés. Pour le critère trouble du cycle, oligoanovulation, les experts de l'Échereux ont mis en avant, vous voyez ici, un tableau qui permet finalement de définir ce qu'est un trouble du cycle à l'adolescence. Lorsqu'on est dans l'année qui suit la ménarche, les cycles vont être irréguliers, de durée anormale, et ça n'est pas pathologique, comme l'a dit tout à l'heure Sabrina D'Acosta dans son brillant topo. Quand on est entre 1 et 3 ans après la ménarche, là, des cycles très courts, une tachyménorrhée, moins de 21 jours, ou une spanioménorrhée, voire une aménorrhée, ce sera pathologique. Au-delà de 3 ans après la ménarche, on devient plus sévère. C'est-à-dire que si les cycles sont longs, c'est-à-dire entre 35 et 45 jours, là, ils vont être considérés également comme pathologiques. Donc, vous voyez, plus on s'éloigne de la ménarche, plus on va être assez strict. Et l'aménorrhée, bien sûr, hein, dès qu'on est à 1 an au-delà de la ménarche, est considérée comme potentiellement pathologique et nécessite effectivement de faire un bilan. Pour ce qui est du critère hyperandrogénie clinique, dans l'hyperandrogénie clinique, on définit en général deux grands signes, l'acné sévère et l'hirsutisme. Il y a aussi l'alopécie androgénogénétique, mais qui est quand même beaucoup moins fréquente à l'adolescence. L'acné sévère, c'est une situation très fréquente chez les ados, on le sait, pour plein de raisons, hein, d'ordre dermatologique, mais aussi hormonal. Et donc, ce n'est pas un signe qui est extrêmement spécifique. Alors, on considère qu'une acné qui est très inflammatoire sur au moins 2 zones du corps, résistante aux traitements topiques locaux, pourrait être un équivalent d'une acné hyperandrogénique, mais tout ça est bien sûr pas complètement validé. L'hirsutisme, quant à lui, il est validé au niveau international en utilisant le score de Ferryman et Galloway, que je vais vous montrer dans quelques secondes.
avec un seuil qui est défini de 4 à 6 selon les ethnies. Alors, en Europe caucasienne, on considère que le seuil pathologique est à 6 pour définir un hirsutisme chez une patiente, en sachant que là encore, ce score, il a été validé officiellement chez des patientes plutôt en période post-pubertaire et chez plutôt des patientes, des jeunes femmes ou surtout des adultes. Ce score, vous voyez, il permet de mettre en avant 9 zones qui sont androgénodépendantes et au sein desquelles, lorsqu'il y a un excès d'androgène, il va y avoir potentiellement la pousse de poils qui auront un aspect très masculin, c'est-à-dire des poils très foncés, un peu durs, très pigmentés et qui vont pousser assez rapidement. Et puis, dans le critère hyperandrogénique clinique, il est marqué également que ce critère, ça peut être hyperandrogénique, c'est et ou biologique. Alors, le dosage des androgènes, il est complexe parce que les vieux dosages, si je puis dire, qui sont utilisés beaucoup dans les laboratoires de ville, les radio-immunoessais, ce sont des dosages qui avaient au départ été surtout élaborés pour diagnostiquer les hypogonadismes masculins, donc chez des patients qui ont des testostérones beaucoup plus importantes que ce qu'on peut avoir chez une femme qui aurait un SOPK. Donc les seuils sont pas forcément très performants et donc c'est un peu difficile de savoir. On dit classiquement que plus de 0,5 nanogrammes par ml sur un RIA en ville, c'est une hyperandrogénie biologique. Ce qu'il y a, c'est que chez les adolescentes, il va y avoir des difficultés pour établir ce seuil. D'une part, à cause des problématiques effectivement de sensibilité, et ça, dans les recommandations de l'ECHRE de 2023, il avait bien été mis en exergue par les experts qu'il faudrait désormais surtout pouvoir faire des dosages en utilisant les méthodes dérivées de la spectrométrie de masse, qui sont beaucoup plus performantes que les immunoessais. Et de ce fait-là, on pourrait, sur la testostérone totale ou la testostérone libre, avoir un diagnostic plus favorable, en sachant que les experts n'ont pas mis de seuil, puisqu'aujourd'hui, ces techniques-là nécessitent d'être encore plus développées et répandues dans le monde, et pour pouvoir essayer d'établir des seuils un petit peu plus fiables. Et puis, par ailleurs, comme ça avait été mis en avant, eh bien, il existe une variabilité pour les taux de testostérone, notamment chez les adolescentes. Et vous voyez que finalement, on dit que les patientes, après la puberté, vont atteindre un taux de testostérone qui sera comparable à celui des adultes vers l'âge de 12 à 15 ans, donc ce qui est quand même assez variable. Et donc, là encore, il n'y a pas de seuil spécifique, notamment dans les premières années qui suivent la ménarche. Et puis le troisième critère, c'est un critère qui est d'ordre échographique. Alors l'échographie pelvienne, il a été mis en avant dans les critères de l'ECHRE que c'est donc des ovaires qui ont un aspect très caractéristique, qui doivent être donc volumineux, qui mesurent donc plus de 10 millilitres classiquement, et il doit sur au moins un des deux ovaires, et il doit y avoir au moins 20 follicules en trop au sein des ovaires, et ces follicules, c'est pareil là, sur au moins des deux ovaires, et ça, bien sûr, ça ne peut être évalué de façon performante que si l'échographie est réalisée par voie endovaginale. Donc, ça complique un petit peu les choses et tous ces seuils qui ont été définis au niveau international n'ont été là encore définis que chez des corps de patientes adultes. Donc, le volume ovarien, c'est 10 millilitres chez les adultes. Chez les adolescentes, peut-être ce qui avait été mis en évidence par Ibanez, qu'un seuil à 12 millilitres serait éventuellement plus intéressant, mais on va voir les limites que ça peut avoir. La surface ovarienne n'a pas été validée non plus chez les adolescentes. Le nombre de follicules sur au moins des deux ovaires, il n'y a pas de seuil chez les adolescentes. Et le nombre de follicules sur une section de couple, notamment sur le plus grand axe ovarien, là encore, pas de seuil chez les adolescentes. Donc finalement, l'échographie ne nous apporte pas beaucoup d'éléments. Et surtout, et c'est ce que vous voyez normalement sur les films s'ils se lancent. Je vais voir si je réussis. Ouais, hop. Voilà, vous voyez à gauche une échographie par voie suspubienne, hein, on devine ici l'ovaire, mais qui est vraiment de petite taille, et faire le comptage folliculaire est très approximatif, et encore cette patiente est plutôt échogène. Là, vous voyez par voie endovaginale, on voit beaucoup mieux les follicules, la sonde endovaginale est quasiment au contact de l'ovaire, donc pour faire un comptage folliculaire, c'est beaucoup plus performant, et donc quand on ne peut pas finalement faire cette échographie par voie endovaginale, l'apport de l'échographie dans le diagnostic d'un OPK chez l'adolescente est donc particulièrement limité. Ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui pouvait éventuellement être quelque chose d'assez prometteur, c'est que les experts de l'ECHRE en 2023 ont dit bah,
quand on ne peut pas faire l'échographie, eh bien, on va éventuellement proposer de faire un dosage d'AMH, puisque, comme vous le voyez en bas à gauche, il existe une très forte corrélation entre le nombre de follicules qu'il y a au sein du parenchyme ovarien et le taux d'AMH plasmatique chez les patientes en situation de SOPK et également d'ailleurs en dehors. C'est d'ailleurs pour ça que c'est considéré en AMP comme un des meilleurs ou moins mauvais marqueurs de la réserve ovarienne fonctionnelle. Alors, c'est intéressant parce que finalement, c'est moins invasif qu'une échographie pelvienne et ça peut finalement apporter le même élément. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que les experts de l'échereux, vous le voyez, ils vous disent bah, finalement, on pourrait proposer de faire ce dosage pour définir un OPK échographique chez les adultes. Ils ne donnent pas de seuil. Et ils ont bien raison parce que lorsque l'on regarde toutes les techniques de dosage aujourd'hui disponibles dans le commerce de la biologie médicale pour faire cette évaluation dans le sérum, eh bien, vous voyez qu'il y a des dosages automatisés, des dosages semi-automatisés, donc manuels, pour lesquels, vous voyez d'ailleurs, ce n'est pas du tout la même performance diagnostique, et notamment la reproductibilité. Aujourd'hui, il est plutôt recommandé d'utiliser des dosages qui sont automatisés, comme le Elexis Cobas ou l'Access DXI de Beckman-Coulter, qui sont beaucoup plus performants, notamment pour l'analyse, mais qui ne vont pas donner finalement les mêmes seuils diagnostiques pour un diagnostic d'OPK. Nous, on avait fait une étude dans notre service où vous voyez, on était à 5 nanogrammes par ml avec les vieux dosages et 4,2 nanogrammes par ml sur la même population lorsqu'on utilise un dosage automatisé. Donc, on a des valeurs un petit peu plus basses dans les seuils. Donc, attention, effectivement, il n'y a pas aujourd'hui de seuil universel pour définir l'OPK. Et en plus, quand on regarde l'évolution des taux d'AMH plasmatique chez les patientes en fonction de l'âge, on voit qu'au moment de l'adolescence, il y a un petit quelque chose. On voit que l'AMH monte un peu en prépubertaire et puis elle va monter, rebaisser légèrement avant de remonter. Donc on est loin d'être au taux adulte et il se trouve que les normes, elles ont vraiment été établies chez les patientes qui étaient à l'âge adulte. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de seuil d'AMH validé chez les adolescentes. Donc en fait, si on résume, bah, en réalité, les troubles du cycle, les signes d'hyperandrogénie sont fréquents, ils ne sont pas spécifiques et il n'y a pas d'éléments qui permettent de dire ça, c'est de l'hyperandrogénie spécifique qui n'est pas une hyperandrogénie fonctionnelle de l'ado. Il n'y a pas de seuil validé pour la testostéronémie et il n'y a pas non plus de seuil validé pour le CFA ou pour l'AMH. Donc en fait, aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'on ne peut pas établir un diagnostic formel de syndrome des ovaires polykystiques chez les adolescentes. Et ce que disent les experts de l'échereux, ce que vous voyez en dessous, c'est que pour eux, il est nécessaire d'attendre au moins 8 ans après la ménarche pour refaire un bilan et éventuellement valider ou pas l'hypothèse diagnostique. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, ça ne veut pas dire qu'il faut banaliser le syndrome des ovaires polykystiques, ça veut dire juste qu'il faut faire un bilan, que si on a des critères qui semblent flasher, qu'on a éliminé les diagnostics différentiels, on peut dire, tiens, il y a peut-être une suspicion, une petite dystrophie ovarienne en étant extrêmement rassurant et en disant bien à la patiente que ce diagnostic n'est pas définitif, qu'il y a de fortes chances que les choses s'améliorent et qu'il sera intéressant de réévaluer les choses 8 ans après la ménarche et qu'en attendant, bien sûr, on va lui donner des traitements pour soulager les symptômes qu'elle présente. Voilà, ça c'était pour vous rappeler l'importance de doser la prolactine, la 17-hydroxyprogestérone et la LH et le stradiol, notamment pour éliminer les principaux diagnostics différentiels du SOPK. Alors, la problématique, avant de conclure sur le SOPK, c'est la problématique de l'insulinorésistance, de l'obésité, qui est quelque chose d'extrêmement fréquent et qu'on va constater également chez des patientes en situation d'obésité adolescentes qui vont présenter des troubles du cycle, une hyperandrogénie, ce qui leur fera parfois être vite casé dans la case SOPK. Même si on ne fait pas le diagnostic, il faut absolument dépister cette insulinorésistance parce qu'elle est un facteur aggravant le syndrome des ovaires polykystiques. Et ce que vous voyez sur ce schéma, c'est que dans les situations d'hyperandrogénie chronique, eh bien, l'excès d'androgène va favoriser le développement d'une insulinorésistance et donc d'un hyperinsulinisme compensatoire et lui-même va venir aggraver l'hyperandrogénie. Ça veut dire qu'il y a probablement des adolescentes qui, parce qu'elles développent une insulinorésistance dans un contexte d'obésité, vont développer secondairement une hyperandrogénie qui va venir aggraver l'insulinorésistance et à l'inverse, une hyperandrogénie importante peut finalement, si elle n'est pas prise en charge, à la longue, faire développer secondairement une insulinorésistance. Et donc, il va falloir essayer toujours de savoir
quelle est la poule et quel est l'œuf pour essayer d'optimiser vraiment la prise en charge de ces jeunes patientes. Les experts de l'Échereux recommandent, vous voyez de façon très claire, quel que soit l'âge, adulte ou adolescent, même si c'est, vous l'avez compris, à l'adolescence, une suspicion diagnostique, d'évaluer le statut glycémique et ils recommandent, et ça c'est assez dur je trouve, même si on essaie de le mettre en place, que indépendamment du BMI, quel que soit l'âge, une HPO à 75 grammes de glucose soit faite pour faire le diagnostic. Alors je ne vous cache pas que nous, en tout cas à Lille, chez les patientes qui sont en poids normal et qui n'ont pas d'éléments en faveur d'une insulino-résistance, on ne fait pas ce test chez les adolescentes. Par contre, dans les situations de surpoids et notamment les situations d'obésité, on sera amené éventuellement à le faire. Alors, on va les prendre en charge, clairement, hein, même si on est chez une adolescente qui est juste suspecte de SOPK. S'il y a une insulino-résistance, un surpoids, une obésité, on met en place les mesures préventives hygiéno-diététiques et on discute la metformine hors AMM lorsqu'elles ne sont pas diabétiques, parce que c'est un des traitements qui est recommandé par les experts internationaux sur la prise en charge de l'hyperandrogénie en cas de SOPK. La gestion des troubles du cycle, ça, on va proposer des contraceptions hormonales. Les patientes qui ont une dysovulation secondaire à un possible SOPK débutant vont avoir des cycles très irréguliers, vont avoir plus de ménorragie, plus de dysménorrhée fonctionnelle, et donc effectivement, il faudra les prendre en charge, comme l'avait signalé Sabrina tout à l'heure. Et puis enfin, pour l'hyperandrogénie clinique, il y a un intérêt important à discuter pour ces jeunes femmes de traitement, les associations œstroprogestatives, notamment parce qu'elles élèvent la SHBG, vont être puissamment anti-androgéniques et vont permettre souvent, en tout cas à l'adolescence, d'améliorer la situation. Et si besoin, on pourra avoir recours aux anti-androgènes comme la spironolactone ou même l'acétate de cyprotérone, comme vous l'a dit tout à l'heure Sabrina, le risque de méningiome dans la tranche d'âge des adolescents est extrêmement faible et l'acétate de cyprotérone est un excellent anti-androgène. Je rappelle simplement que ce syndrome débutant ou suspect, finalement, une adolescente suspecte de SOPK, elle va avoir des cycles irréguliers, des ménorragies, des dysménorrhées potentielles, fonctionnelles, elle va avoir une hyperandrogénie, elle va avoir parfois une obésité effectivement associée. Tout ça, ça va altérer l'image qu'elle va avoir d'elle-même et ça va avoir un impact sur sa qualité de vie. Et aujourd'hui, il est bien démontré que les patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, quel que soit l'âge, ont une qualité de vie qui est plus altérée et qui ont notamment des risques de syndrome anxio-dépressif plus importants que dans la population indemne d'une hyperandrogénie ou de ce syndrome dans sa globalité. L'autre point, sans vouloir inquiéter les patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, c'est que si effectivement 8 ans après la ménarche, on fera le diagnostic positif et qu'on confirme la présence de ce syndrome, c'est un syndrome qu'il faudra être amené à prendre en charge de façon spécifique tout au long de la vie des femmes. Problèmes d'infertilité, problèmes du développement peut-être d'une insulino-résistance, des grossesses parfois un petit peu plus compliquées, notamment plus de diabète gestationnel, plus de pathologies vasculo-placentaires, et sur le long terme, éventuellement des pathologies cardiovasculaires et métaboliques, également un peu plus de stéatose hépatique non alcoolique et des troubles psychiques qui sont aujourd'hui bien démontrés dans la population des femmes SOPK. Alors pour conclure, chez une ado, on parle d'une suspicion de SOPK sur un faisceau d'arguments cliniques et hormonologiques. Vous l'avez compris, l'échographie n'a pas beaucoup d'intérêt à part pour explorer les ménorragies ou les dysménorrhées. La prise en charge doit être, même si on n'a pas un diagnostic à 100%, doit vraiment être très active pour soulager ces patientes et limiter les conséquences sur la qualité de vie. Bien penser à toujours dépister l'insulino-résistance potentiellement associée, être surtout très très rassurant sur ce syndrome. C'est un syndrome qu'il ne faut ni banaliser, ni dramatiser, et clairement diaboliser, je veux dire, en étant dans cet entre-deux, on va rassurer les patientes et encourager vraiment un suivi au long cours sans être vraiment potentiellement angoissant. Et puis enfin, bien penser à dépister toutes les pathologies psychiques qui peuvent être arrivées, notamment en particulier chez les patientes adolescentes qui ont une certaine vulnérabilité. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup à nouveau pour votre présentation également qui était très intéressante. Et donc, on va passer aux questions-réponses maintenant. Euh, et donc, on peut reprendre un petit peu dans l'ordre des présentations et par rapport au chat. Il y avait une première question. Alors, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, docteur Dacosta, par rapport à la prescription de l'acide tranexamique et du Dufaston par les sages-femmes, si c'est possible. Oui.
Bonne question, je ne sais pas. Mm. Non, Peut-être que quelqu'un d'autre le sait, mais je suis pas sûre. non, ça fait pas partie du droit de prescription. Voilà. Pour les hormones, les sages-femmes, c'est uniquement les traitements contraceptifs aujourd'hui et les antifibrinolytiques font pas partie du champ de prescription. Ça va. Merci. Ok. Euh, Par ailleurs, ben, pour le professeur Carrel, au final, il vous semble que vous êtes plus confronté à des retards pubertaires ou des avances de la puberté au final au niveau de votre activité clinique en consultation? Je dirais qu'on voit des deux, mais on est plus souvent sollicité sur des avances pubertaires que sur des retards, parce que globalement, les gens sont plus inquiets de l'avance pubertaire et souvent à mauvais escient. C'est-à-dire que, par exemple, on a énormément de demandes d'avis et de consultations pour des avances pubertaires qui n'en sont pas. C'est-à-dire, par exemple, des petites filles qui démarrent leur développement des seins vers 8 ans et demi ou 9 ans et qui, elles, pour le coup, n'ont absolument pas besoin d'être médicalisées le moins du monde. Et qu'à l'inverse, il y a une certaine inertie, que ce soit chez la fille ou chez le garçon, par rapport au retard pubertaire qui peut parfois un peu passer inaperçu. Donc, il y a finalement un contraste entre les deux en termes d'inquiétude et qui peut, pour le coup, être un peu trompeur, je veux dire. Voilà. Ok, ok, ça marche. C'est intéressant. Et pour vous, mais également pour le docteur Robin, vous avez parlé tous les deux de l'impact psychologique que pouvaient avoir toutes ces perturbations, ces anomalies à ce moment-là de la vie. Est-ce qu'il y a une orientation, une proposition d'un suivi psychologique qui est réalisé un petit peu en systématique dans le cadre de ce genre de consultation ou c'est plus à la demande et au cas par cas peut-être? Bah, en ce qui nous concerne, il y a beaucoup des patientes, parce que la puberté précoce est une maladie relativement fréquente, mais la puberté précoce avant l'âge de 7 ans est considérée comme une maladie rare. Et puis, toutes les autres pathologies de la puberté sont vraiment des pathologies comme relativement rares. Et donc, du coup, les patientes sont prises en charge dans notre centre de référence, ont systématiquement un accompagnement psychologique ou au moins une proposition d'évaluation psychologique et d'orientation si besoin. Euh, A fortiori, bien sûr, la situation d'anorexie psychogène qui évidemment sont prises en charge par les pédopsychiatres. Donc oui, oui, la prise en charge psychologique, quelle que soit la pathologie, puisque là on voit bien qu'on est sur un champ qui est assez divers, hein, elle est vraiment importante, hein. Et dans le SOPK, Oui, c'est pareil, hein. évidemment, On oui, va oui. évaluer le retentissement que ça a. C'est pas forcément dès la première consultation parce que une fois qu'on a mis un traitement, ça va probablement soulager un certain nombre de symptômes. Si on voit parfois qu'il y a vraiment un mauvais vécu, que la patiente se pose 10 milliards de questions auxquelles on répond, et puis qu'il y a toujours quelque chose qui va pas, c'est vrai que ça vaut le coup de creuser quand même. Mm, ok. Il y a une question sur le chat justement par rapport à des supports qu'on peut proposer aux patientes euh, au niveau ouais, site internet, association de patientes, plutôt portant sur les SOPK du coup. A priori, est-ce qu'on a des... Alors, chez les adolescentes, je vais rester Ouais. toujours extrêmement prudent sur le diagnostic. Donc, je leur dis attention, c'est pas forcément ça. Si ça se trouve, vous avez de fortes chances pour que vous n'ayez pas en réalité ce syndrome. Quand on refera le point dans 8 ans, parfois même au-delà, parce qu'elles seront sous contraception et qu'il faut être à 3 mois de l'arrêt d'une contraception pour faire le bilan. Donc, j'ai tendance vraiment à essayer d'éviter de les étiqueter vraiment de façon formelle. Et donc, à l'adolescent, je ne recommande pas trop, moi, ce genre de choses, en tout cas pour le SOPK, clairement. Ah, chez les adultes, oui, ça peut être un support. Il y a des patientes, effectivement, qui peuvent être bien soutenues. Il y a des associations de patientes sur le SOPK, notamment SOPK Europe, où ils sont vraiment très impliqués, très positifs, tout comme pour l'endométriose, il y a Endo France. Voilà, il y a vraiment des très bonnes associations de patientes. Bon, voilà, il faut que ce soit des associations, par contre, très constructives.
Moi, si je peux mettre, Carole, j'avais deux petites questions. Moi, j'avais une question un peu pratique et un peu innocente, je suis désolé, pour Madame Dacosta. C'est finalement le diagnostic du volume important de saignement est souvent sous-estimé, d'après ce que vous disiez. Oui. Et je me posais la question si sur les culottes menstruelles, sur les cups, il y avait une information en disant, pour les patientes, en disant, attention, lorsque vous avez ceci, cela, il faut consulter, il faut être vigilant. Est-ce qu'il y a une information pratique? Est-ce que ce serait pas intéressant quand même que ça apparaisse? Oui, alors ça serait mais, du coup même dans les protections tout court, hein, les Oh, services protection, oui, ouais, publics, en leur protection. disant si vous Ouais. pour le moment, enfin actuellement c'est pas le cas. C'est vrai que, enfin alors moi j'essaye, enfin en tout cas sur tous les enseignements et les différents topos. En fait, on est maintenant par les médias, par toutes les politiques de santé publique très sensibilisés à aux problématiques de douleur. Et donc maintenant, c'est évalué. Les patientes, elles consultent Ouais, quand il y a de la ouais. dysménorrhée. Et Hmm. maintenant, assez vite et assez jeune, les mamans ramènent leur jeune fille pour consulter. C'est pas du tout le cas pour les règles abondantes. Et moi, dans un très grand nombre de cas, les jeunes filles, elles arrivent pour dysménorrhée. Et elles repartent avec un diagnostic de dysménorrhée et de saignement utérin anormaux Hmm. et je prends en charge les deux symptômes. Mais c'était pas le motif de consultation au départ. Donc c'est quelque chose, enfin moi je pense que même quand on vient pour un autre motif, il faut prendre les 2-3 minutes d'interrogatoire pour évaluer l'abondance des règles. Ok, Mais on n'a pas, enfin il y a pas de politique de santé publique autour de ça, il n'y a pas une communication à grande échelle sur sur cette problématique-là. d'accord. Donc, c'est peut-être à faire alors. C'est à faire, exactement. Alors, une autre aussi, juste pour un petit mot, parce que c'est vrai qu'on avance et puis c'est tellement passionnant ce que vous avez dit, mais les autres sujets vont être passionnants aussi. C'était pour Geoffroy Robin. Donc, finalement, le SOPK, point d'interrogation, avant 8 ans, après la puberté, d'après ce que j'ai compris, La après les ménarche, premières oui. règles, après les ménarches, après les premières règles. Euh, donc, finalement, vous êtes un peu hésitant pour évaluer et traiter, sauf hyperandrogénie. Et sauf problème d'obésité associée, c'est ça en fait? Ou, Oui, et puis troubles du cycle également, hein, qui sont, voilà, elles ont souvent des règles volontiers plus ouais, hémorragiques du fait de la ouais, dysovulation. Donc en fait, on va traiter, on va être symptomatique, ouais, on va les symptomatique. traiter comme si elles Voilà. avaient un SOPK, mais en étant sur le diagnostic le plus rassurant possible. D'accord, ok, ok. Mm. Donc je vois, c'est rassurant. Et donc on a une idée un peu de l'évolution, c'est-à-dire que voilà, des adolescents dans les 8 ans avant, euh, 8 ans après la ménarche, quelle est la proportion qui vont évoluer vers un SOPK? Tu as une idée un peu de ça? Est-ce que c'est la majorité, 10%, 20%? Pour être rassurant, il faut avoir une idée. Alors, ce serait environ 40% qui seraient dans la population des adolescentes qui Ouais, répondent aux critères ouais, tels qui sont aujourd'hui définis, hein. Peut-être que dans les années à venir, on ouais. aura d'autres critères spécifiques, plus spécifiques. Mais si on utilise les critères de Rotterdam tels qu'ils sont validés aujourd'hui et qu'on se dit, tiens, bah, elle remplit les critères, la MH est très élevée, sa Hmm. testostérone est quand même élevée, bah, en fait, on va en avoir 40% après ces 8 ans qui vont garder effectivement des stigmates et vont répondre aux critères du diagnostic de SOPK. Donc, en effet, c'est rassurant. Donc, on peut dire Ouais. aux patientes, bah, dans 60% des cas, bah, il n'y aura pas de SOPK. Donc, c'est OK. Je sais pas si Sabrina, toi, tu as la même expérience. Alors moi, elles sont plus avec moi 8 ans Ah post-ménage. oui, c'est vrai. Bon. Bah, Mais écoute, on a quand même, au niveau des symptômes, on voit bien que quand on s'éloigne en fait de la Ouais. ménage, il y a quand même beaucoup de patientes pour lesquelles la symptomatologie semble s'améliorer. Et donc, moi, je leur dis souvent qu'elles seront réévaluées. Alors souvent, elles ont des traitements hormonaux. Donc en fait, c'est ce que dit Geoffroy, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont être souvent sous traitement hormonal. Et comme pour réévaluer les choses, il faut arrêter les traitements hormonaux. En réalité, 8 ans post-ménage, ça tombe souvent à l'âge où elles ont besoin d'une contraception. Donc moi, souvent, je leur dis que c'est une question qui sera reposée souvent un peu plus tard, quand elles n'auront pas besoin de contraception ou à l'inverse, quand elles arrêteront leur contraception pour avoir une grossesse. Donc c'est pas tout de suite, c'est pas toujours 8 ans post-ménage qu'on est au bon moment bah, pour réévaluer les choses. Mais j'ai exactement le même discours que Geoffroy quand pour les jeunes patientes ouais, rassurant, avec ces quoi. symptômes. Ouais, exactement. Bon, merci en tout cas, parce qu'on a encore des choses passionnantes à écouter sur une dimension peut-être plus organique, peut-être, avec Charles Chaperon, le professeur Charles Chaperon, qui va nous parler de endométriose adolescente. C'est même pas la peine que je présente Charles Chaperon. Autrement, il y aurait plus de 15 000 de présentations, hein. Donc, je te passe directement la parole.
Merci. Là, vous avez les diapositives. Parfait, c'est parfait. Et donc, ça Donc, reprend ici le bonsoir à propos. tous et je voudrais te remercier beaucoup donc, pour ton invitation et c'est un grand plaisir, un grand honneur de participer à ce webinaire de qualité sur les problèmes spécifiques de l'adolescente. C'est une idée très originale et vous avez bien raison d'organiser ce type de réunion sur ce thème-là. Alors, Henri-Jean m'a demandé de vous parler donc de l'endométriose et de l'adolescence. Il y a plus de 30 ans, donc en Belgique, un grand gynécologue qui connaissait très bien les problèmes de l'endométriose a dit que l'endométriose, c'était une maladie parce qu'il y avait donc des hémorragies, parce qu'il y avait donc des menstruations. Or, la menstruation, elle débute au moment de l'adolescence. Et si on regarde les troubles menstruels qui peuvent être rapportés par les adolescents, vous voyez qu'il y a de nombreux troubles qui peuvent être rapportés. Et globalement, il y a à peu près 90% des adolescents qui rapportent des douleurs pendant leur période menstruelle. Mais en aucun cas, ça veut dire que ces dysménorrhées sont synonymes d'endométriose. Donc, comment, chez une jeune fille qui présente des dysménorrhées donc importantes, parce que c'est le signe d'appel le plus fréquent, rapporter ces dysménorrhées à l'endométriose? Alors, si on fait un interrogatoire bien mené, notamment donc chez des patientes donc, qui sont un petit peu plus âgées, eh bien, on voit qu'il faut interroger les patientes adultes quand elles ont 25-30 ans et que vous les voyez en consultation. Et dans 70% des cas, les symptômes ont débuté au moment de l'adolescence. Donc là, et vous voyez que plus les douleurs se manifestent de façon précoce, plus le délai pour le diagnostic sera important et plus le nombre de praticiens qui sera nécessaire de consulter pour effectuer le diagnostic sera élevé. Et la grande révolution, à mon avis, ces dernières années, outre un interrogatoire bien mené en matière de diagnostic de l'endométriose, c'est les possibilités donc de l'imagerie, que ce soit l'échographie par voie vaginale ou que ce soit l'IRM qui a un intérêt chez ces jeunes adolescentes parce que si elles sont vierges, on ne peut pas faire d'échographie vaginale. Et vous voyez peut-être dans un recrutement un petit peu pipé à l'hôpital donc Cochin, sur 300 jeunes patientes présentant donc des dysménorrhées donc sévères, on retrouve des images d'endométriose à l'IRM dans 40% des cas, hein, et que dans certains nombres de cas, même dans 11% des cas, il y a d'authentiques adénomioses sur le plan radiologique. Donc c'est quelque chose qui existe, c'est pas du tout un mythe. L'endométriose, voire l'adénomiose, existe chez les adolescents. Et ce qui est important, il y a trois grandes équipes qui travaillent un petit peu actuellement sur le sujet en Europe. Une équipe italienne, notre équipe et l'équipe de West et Muller donc en Suisse, pardon. Et vous voyez qu'ils rapportent tous les mêmes conclusions, c'est-à-dire que non seulement on fait un diagnostic radiologique de cette endométriose, mais qu'on peut avoir des formes relativement sévères avec des endométriomes de taille plus ou moins importante, des endométrioses profondes, plus fréquemment au niveau du torus et des ligaments utérosacrés, mais dans certains cas, on peut avoir des atteintes digestives et également des atteintes au niveau de l'utérus avec l'adénomiose. Alors, comment faire donc ce diagnostic? On a récemment effectué donc un travail, notamment avec Pietro Santulli, sur la symptomatologie, l'interrogatoire de ces jeunes patientes. La définition de l'adolescence est variable. Pour certains pédiatres, ça va jusqu'à l'âge de 22, 23, 24 ans, c'est ce que les anglo-saxons appellent les young age women. Et donc, vous voyez que sur une population donc, de 262 patients, quand on regarde les symptômes, que ce soit les dysménorrhées, les dyspareunies, les signes digestifs ou urinaires, eh bien, ces symptômes seront plus fréquents chez les patients qui vont présenter une endométriose. Et non seulement ces symptômes sont plus fréquents, mais ils sont plus sévères quand on compare les échelles visuelles analogiques. Donc l'intensité et la fréquence des symptômes, c'est des éléments assez simples à obtenir à l'interrogatoire. Il y a des éléments qui sont un petit peu plus subtils à rechercher. Ce n'est pas une maladie héréditaire, mais il y a certainement une composante comment dire, génétique donc, dans la physiopathologie de l'endométriose. Et il faut savoir interroger donc, les patients pour savoir si c'est des antécédents familiaux, notamment au premier degré. Et les autres éléments qu'il faut apprécier, c'est quel est le retentissement de cette dysménorrhée importante sur la vie quotidienne de ces jeunes patientes, et notamment, est-ce qu'elles font des malaises, est-ce qu'elles est-ce qu'elles ratent l'école ou le sport au moment de la menstruation. Et vous voyez que tous ces éléments sont plus fréquents chez les patientes qui vont présenter une endométriose. Et l'autre élément qui est important également à leur demander, c'est si elles ont eu la nécessité de prescrire une contraception orale, non pas à visée contraceptive, mais à visée donc antalgique, et ce d'autant plus que cette prescription sera faite de façon précoce et qu'elle sera faite pour une durée donc plus longue. Ça, c'est des éléments spécifiques à rechercher à l'interrogatoire. Non, ça part tout seul là.
Voilà, pardon. Il faut rechercher des signes associés, notamment au niveau donc, du pelvis avec une symptomatologie digestive et une symptomatologie urinaire, en sachant que la caractéristique sémiologique de ces signes, c'est qu'ils vont avoir comment dire, une périodicité, une recrudescence donc, menstruelle. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a une composante donc, immunologique dans l'endométriose qui explique le développement de ces pathologies, de cette pathologie avec une association d'un certain nombre de maladies donc auto-immunes. Et si vous recherchez à l'interrogatoire, vous retrouverez donc des maladies auto-immunes, des migraines, des fibromyalgies, un syndrome du côlon irritable, des hypothyroïdies qui sont très fréquents, des allergies, de l'asthme. Alors c'est variable un petit peu cette association entre les adultes et les adolescentes, mais vous allez retrouver très fréquemment des jeunes patientes asthmatiques ou migraineuses. Alors, l'évolution aujourd'hui est de reconsidérer les modalités du diagnostic, que ce soit chez les patientes, les adolescentes ou chez les patientes adultes. L'interrogatoire, c'est l'élément clé. C'est le premier temps donc, de l'examen clinique, finalement, c'est l'interrogatoire. Et on a vu qu'avec quelques questions, une dizaine de questions, vous allez pouvoir sélectionner les patientes, les jeunes patientes qui sont à risque de présenter une endométriose. Et la révolution aujourd'hui, c'est les possibilités de l'imagerie. Donc la voie vaginale, la voie rectale peut être intéressante chez les adolescentes qui sont vierges, ou l'imagerie qui va nous permettre de faire le diagnostic avec la cartographie donc, des lésions, avec la difficulté qu'on reconnaît pour le diagnostic de l'endométriose superficielle à l'imagerie, mais qui est facile pour des radiologues expérimentés pour les endométriomes et l'endométriose profonde, et qui va surtout vous dire aussi s'il existe une adénomiose associée éventuellement à ces lésions d'endométriose. Donc aujourd'hui, on a un diagnostic qui est non chirurgical. Il n'y a aucune indication à faire une célioscopie chez ces adolescents pour diagnostiquer une endométriose. Alors ce diagnostic, il est important donc à faire, et ça pour plusieurs raisons. Parce que donc, vous voyez que plus l'intensité de ces douleurs est importante, plus vous allez avoir un impact sur le bien-être physique et le bien-être mental de ces patients, et plus la ménarche surviendra rapidement, plus vous aurez donc un impact également négatif sur la qualité de vie, sur le plan physique de ces patients. Tout comme chez l'adulte, le retard diagnostique va entraîner donc une chronicisation donc des douleurs avec un impact au niveau du système nerveux central, avec la possibilité de ce que les anglo-saxons appellent la central sensitization. Et là, ça veut dire qu'on a raté le diagnostic. Et là, la prise en charge de la douleur va être beaucoup plus compliquée et sera beaucoup plus difficile. Il faut absolument éviter la survenue de la central sensitization par un diagnostic précoce. Et d'autre part, il semblerait, mais il y a peu d'études qui se sont intéressées à ce problème-là, et dans l'étude que l'on avait menée donc à Cochin donc, il y a quelques années, vous voyez qu'il semblerait qu'il y ait une progression entre 12 et 20 ans de la fréquence de la survenue donc, de ces endométrioses chez l'adolescent. Et là, on vient récemment de faire donc, un deuxième travail qui montre que les phénotypes de l'endométriose ne sont pas les mêmes en fonction de l'âge des patients. Et vous voyez que avec un cut-off qui est autour de 24-25 ans. On a significativement plus d'endométriose superficielle chez les jeunes patients et moins d'endométriose profonde. Et progressivement, donc, le taux des endométrioses profondes va évoluer avec, à partir de 25 ans, une stabilité. Peut-être qu'il y a une évolutivité vers la gravité donc, des lésions avant l'âge de 25 ans. Et vous voyez que dans la période adulte, le taux des endométrioses profondes et des endométriomes ovariens est relativement stable. Ça a été rapporté également par l'équipe de Koenigs en Belgique, qui maintenant travaille en Italie, l'équipe d'Horace Roman à Bordeaux. Donc, si vous avez trois équipes qui en même temps, sans se concerter, rapportent les mêmes résultats, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à étudier, à analyser dans le caractère évolutif de cette endométriose. Alors, comment on va manager pour terminer ces endométrioses chez les adolescentes? Eh bien, donc, on a vu qu'aujourd'hui, le diagnostic était un diagnostic qui était non chirurgical. Donc, il y a une complète reconsidération, un nouveau paradigme du diagnostic de l'endométriose, y compris chez les adolescentes. Et ces nouvelles modalités diagnostiques sont essentielles dans la prise en charge thérapeutique des patients. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de sociétés savantes, que ce soit l'ECHRE, la World Society de l'endométriose, l'American College, qui autorisent aujourd'hui à pouvoir traiter médicalement des patientes sans avoir une preuve histologique de l'endométriose. Or, on a été éduqué, en tout cas à ma génération, de faire une célioscopie pour avoir la preuve histologique. C'est plus nécessaire et vous voyez qu'aujourd'hui, vous pouvez débuter votre traitement si vous pensez que la patiente a, avec un diagnostic basé sur l'interrogatoire, plus ou moins l'examen clinique et la radiologie, une endométriose. Et les recommandations donc, de l'ECHRE sont très claires dans ce sens. Le traitement donc, de première intention chez les adolescentes doit être un traitement hormonal.
Alors, quel traitement hormonal? Il y a donc plusieurs études qui montrent clairement donc l'efficacité des pilules contraceptives, œstroprogestatives pour diminuer l'intensité de la dysménorrhée. Pour la C'était montré pour la première fois donc au Japon par l'équipe d'Arada qui connaît bien le sujet, qui a confirmé donc quelques années plus tard l'efficacité donc des pilules contraceptives pour soulager les patientes. Le but étant donc de bloquer la menstruation puisque ces douleurs sont liées au cycle menstruel. Si on n'a pas compris que l'endométriose était liée aux règles et que c'était une maladie inflammatoire, on va avoir des difficultés à la prendre en charge et c'est ce qui explique aujourd'hui, c'est une maladie qui est pas de moins en moins, mais en tout cas moins chirurgicale qu'elle n'était il y a différentes années. Comment est-ce qu'il faut prescrire ces pilules? Eh bien, il faut expliquer aux jeunes patientes et à leur maman, parce que souvent elles les accompagnent, qu'il est préférable de prescrire une contraception orale en continu pour éviter la menstruation. Si ces pilules ne sont pas efficaces, on peut avoir recours au progestatif. Et récemment, donc, a été proposé donc, le Dinogest. Et vous voyez qu'il est excessivement efficace avec une diminution drastique des scores de douleur de 64 à 12. Et que l'intérêt donc, de ces prescriptions, c'est qu'elles sont efficaces donc, au long cours. Là, c'est un premier travail qui a été fait sur 52 semaines. Et il y a une publication récente qui montre des résultats comparables avec un recul de 7 ans. Donc, les pilules et le Dinogest, qui sont des prescriptions simples, eh bien, sont tout à fait efficaces. Alors, pour conclure, quels sont les messages qu'on peut retenir? C'est que, premièrement, l'endométriose chez l'adolescente n'est absolument pas un mythe, c'est une réalité. Et ça, c'est la radiologie qui nous l'a prouvé. Il semblerait qu'il existe, mais ça nécessite d'être confirmé, mais ça va être très important dans l'avenir pour la prise en charge des patientes, qu'il y aurait peut-être deux phases, une phase avant l'âge de 25 ans où il existerait une évolutivité de la maladie, et puis une phase de plus de stabilité quant au phénotype à partir de 24-25 ans. C'est nécessaire d'effectuer un diagnostic le plus précocement possible. Donc, je pense que dans les années qui viennent, donc, nos équipes doivent se travailler, se centrer, en tout cas entreprendre des travaux de recherche sur les adolescentes pour raccourcir le délai diagnostique. Et le problème de cette endométriose superficielle, qui est quand même la lésion la plus fréquente chez les jeunes patients, ça soulève aussi le problème donc, de l'endotest, qui est en cours donc, d'évaluation et qui peut-être, pour ces endométrioses qui ne sont pas bien visualisées donc, à l'imagerie, peut être un outil diagnostique intéressant. Et là aussi, on a besoin de données scientifiques plus importantes. Donc, il faut donc préciser donc quelle va être le meilleure prise en charge pour ces jeunes patientes. Et il y a 4 éléments qui sont importants à prendre en considération. C'est traiter ces patientes en faisant donc le diagnostic précoce pour éviter l'impact négatif sur leur qualité de vie. Se poser notamment chez les jeunes patientes qui vont présenter des endométriomes ovariens, est-ce qu'il y a, oui ou non, une indication à faire une préservation de la fertilité? Et si oui, à quel moment il faut la faire? Éviter absolument la survenue d'une central sensitization et travailler pour peut-être un diagnostic précoce aussi. Si les résultats en termes d'évolutivité sont confirmés, éviter le risque de progression de la maladie chez ces jeunes patients. Et si vous êtes intéressé par tous ces problèmes, je vous invite au prochain congrès de la CEOUD qu'on organise au mois d'avril prochain à Francfort. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Charles. C'était extrêmement précis, passionnant, et puis ça nous ouvre beaucoup de réflexions, et je pense qu'il y aura beaucoup de questions pour préciser, même si c'est simplement un webinaire. Merci. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Christine Louis-Sylvestre, qui est chef de service à l'Institut mutualiste du Montsouris, et qui va nous parler des malformations génitales diagnostiquées à la période de l'adolescence. Et comme il est un petit peu tard, j'ai fait un diapo, un diaporama où il va surtout y avoir beaucoup d'images et de photos en fait pour qu'on comprenne ensemble par quel mécanisme ces malformations s'expriment et du coup comment il va falloir les traiter. On va commencer par 2 diapos qui vont être des réflexions un peu générales sur ces malformations. Et donc la première, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on parle d'adolescence? Parce que l'adolescence, c'est le moment où vont survenir les règles et que la plupart, enfin certaines de ces malformations vont impacter l'écoulement des règles. Et c'est pour ça qu'on va les diagnostiquer à ce moment-là. Deuxième grande idée, l'adolescence est une période de vulnérabilité où la jeune femme prend conscience de son nouveau corps et où donc chaque parole que l'on va prononcer, et en particulier quand on va parler de malformation, ce genre de parole-là peut avoir un retentissement psychologique majeur pour la suite et impacter la manière dont cette jeune femme se sent. Donc il faut faire très attention au choix des mots.
Par ailleurs, l'examen clinique est limité, comme vous l'a dit le professeur Chaperon. C'est un examen qu'on peut avoir besoin de faire, mais qu'il faut préparer. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément le faire dès la première consultation. Il faut le préparer en montrant des schémas de vulve, des schémas de l'appareil génital. Et puis, je pense qu'il est très important de pouvoir montrer ce dont on parle. Donc, moi, je fais toujours ces examens cliniques avec un miroir. Et l'examen clinique n'a pas forcément d'intérêt systématique, donc à ne faire que si vous en attendez vraiment une information qui va conditionner la suite de ce que vous allez faire. L'échographie est potentiellement peu informative, en particulier quand on ne peut pas la faire par voie vaginale. Et donc, parfois, on aura besoin d'une IRM pour mieux caractériser les choses. Mais là également, à ne faire que si on en attend quelque chose qui va avoir une sanction thérapeutique. Je pense par ailleurs qu'il faut profiter de tous les contacts qu'on peut avoir avec les adolescentes pour aborder d'autres sujets comme la vaccination pour le papillomavirus, la consommation de tabac, la santé sexuelle, le sport. Voilà, chaque fois qu'on en chope une, je pense qu'il faut s'en servir, enfin se servir de ce contact pour améliorer sa santé globale. Alors, les malformations, quels symptômes? Déjà, la première chose à retenir, c'est que énormément des malformations sont asymptomatiques. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? En particulier, les utérus bifides, c'est-à-dire les utérus où il y a deux cavités, que ce soit pour une cloison, parce qu'effectivement, il y a un utérus bicorde. Dans les symptomatiques, je vous propose qu'on distingue trois genres de symptômes. Les aménorrhées, les dysménorrhées et un grand tas qu'on pourrait appeler signe du tampon. Dans les aménorrhées, il faut que vous distinguiez les aménorrhées douloureuses. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de règle qui s'écoule, mais elle a des douleurs. Et là, la première chose à laquelle vous devez penser, c'est qu'il y a potentiellement un obstacle sur l'écoulement des règles. C'est là, par exemple, où on va trouver les imperforations hyménéales ou les diaphragmes transversaux qui ferment complètement le vagin. À l'opposé de ça, on va trouver les aménorrhées indolores. S'il n'y a pas de règles et qu'il n'y a pas de douleur, là, il faut distinguer un développement pubertaire anormal. On va trouver par exemple le Turner, les dysgénésies gonadiques, ou un développement pubertaire normal avec en particulier une vulve qui a un aspect totalement normal. Et c'est là où on va trouver les agénésies utérines ou utérovaginales. Vous avez entendu parler tout à l'heure, un peu rapidement, du syndrome de Rokitansky, mais on pourrait mettre à peu près à égalité les syndromes de résistance aux androgènes. Deuxième grand symptôme, les dysménorrhées. Chaque dysménorrhée, alors évidemment, ça peut être une endométriose, évidemment, ça peut être une dysménorrhée fonctionnelle de mise en route des règles, mais vous devez, avant de poser ces diagnostics-là, absolument avoir éliminé un obstacle. Il y a des obstacles partiels qui gênent un peu l'écoulement des règles. Et dans ces obstacles-là, on va voir ensemble les hémivagins borgnes ou les utérus pseudo-unicornes, avec donc une voie d'évacuation des règles sur un côté de l'appareil génital et l'autre côté qui est occlus avec donc des rétentions. Et ça nous fait toujours un peu peur. Dans les signes du tampon, vous pouvez avoir des anomalies de l'hymen, avec donc un hymen qui n'admet pas l'introduction du tampon, ou alors elles arrivent à mettre le tampon, elles n'arrivent pas bien à le retirer. Et puis le deuxième grand groupe de signes, c'est les vagins avec des cloisons. Un vagin cloisonné, si vous mettez un tampon, le tampon va se positionner à droite ou à gauche. Et donc, bien que le tampon soit parfaitement positionné, il y aura quand même un écoulement des règles par l'autre vagin. Et donc, ce sont des jeunes filles qui vous disent, je mets des tampons et ils ne sont pas efficaces. Alors, tout ceci étant dit, voilà, ce qu'on redoute, c'est ce dont je vous parlais à l'instant, c'est les rétentions. Les rétentions dans l'appareil génital, et en particulier dans l'utérus ou dans le vagin, ça fait que le sang peut refluer dans les trompes, être responsable d'hématosalpinx et éventuellement d'adhérence. Et ça, vous voyez bien que non seulement ça va générer des douleurs, mais aussi il va y avoir des répercussions possibles sur la fertilité ultérieure. Et c'est en ça qu'on doit absolument être vigilant. Il faut absolument choper ces malformations et les traiter avant qu'on arrive à ce retentissement-là. Alors, je vous propose qu'on commence par l'utérus. Les malformations utérines, c'est en fait extrêmement fréquent parce que beaucoup d'entre elles sont asymptomatiques. Il y a probablement 3 à 5% des femmes qui ont des utérus un peu bizarres. Le diagnostic, il est fait
très facilement par échographie si on peut faire une échographie dans de bonnes conditions. Et donc, parfois, on peut avoir besoin d'une IRM. Si on a un traitement à faire, eh bien, idéalement, il sera fait par hystéroscopie. Et dans certains cas, on peut avoir besoin d'une célioscopie. Alors là, une des malformations les plus fréquentes, c'est la cloison utérine. Vous voyez là un aspect de célioscopie qui n'a aucun intérêt dans le diagnostic, hein. C'est juste, voilà, cette dame avait une cloison et on lui a fait une célioscopie pour complètement autre chose. Et vous remarquerez que cet utérus, il est un peu plus large que d'habitude, il est un peu étalé, hein. Quand on le voit à l'échographie, vous voyez qu'on voit deux cavités là en noir et en plein milieu, on a une cloison. Si vous regardez en hystéroscopie, c'est-à-dire que vous mettez l'endoscope dans le canal cervical, au moment où vous arrivez dans la cavité utérine, vous voyez qu'il y a deux cavités utérines avec un tissu au milieu. Et bien là, le traitement, c'est très simple. C'est un traitement par hystéroscopie et il va suffire de sectionner cette cloison jusqu'à la faire totalement disparaître. Deuxième type de malformation, l'utérus bicorne. Donc là aussi, ça peut s'appeler un utérus bifide. Alors la photo est un peu bizarre parce que en fait, j'ai dû la reconstruire pour qu'on voit la totalité du pelvis de cette dame. Vous voyez qu'elle a un hémi-utérus à gauche, un hémi-utérus à droite, une trompe normale qu'on ne voit pas en totalité, mais vous pouvez me croire, elle est normale. Là, pareil, une trompe normale. Pas de retentissement sur la trompe parce qu'en fait, ces deux utérus se vident parfaitement bien. Alors, qu'est-ce que ça donne, ces utérus bicornes? Eh bien, vous voyez que bien que la cavité, enfin, bien que la taille de l'utérus soit quand même assez belle, vous n'avez quand même qu'une demi-cavité. Donc, le problème qu'on va rencontrer, c'est éventuellement au moment de la grossesse. Il n'y a aucune preuve dans la littérature, aucune preuve formelle, vous voyez, qui serait une étude randomisée, hein, par exemple. Il n'y a aucune preuve que ces utérus avec deux cavités, que ce soit cloisonné ou utérus bicorne, soient responsables ni d'hypofertilité, ni de fausse couche spontanée. En revanche, comme on a une cavité plus petite, ce qui est certain, c'est qu'on a des accouchements un peu prématurés, donc il va être nécessaire de prendre pendant la grossesse les précautions habituelles, repos précoce, arrêt du sport, mesure de la longueur du col et consultation peut-être un peu plus rapprochée. Et il y a un peu plus de présentation du siège, tout simplement parce que au troisième trimestre, ce petit qui n'est pas dans une cavité triangulaire, mais dans une cavité plutôt fusiforme, va avoir du mal à faire une galipette pour se retrouver tête en bas. Mais globalement, il faut rester extrêmement rassurant et positif, sauf si vous aviez deux cavités de très petite taille. On continue avec les utérus mal formés. En voilà un peu bizarre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un utérus pseudo-unicorne. Photo de gauche, vous voyez une corne gauche qui est rattachée à un vagin et qui donc, elle, se vide parfaitement bien. En revanche, si vous regardez la corne droite, la différence par rapport à la diapo précédente, c'est que vous voyez que celle-là, elle est toute gonflée, toute ronde. Et en fait, quand on la regarde bien, par exemple sur la photo du milieu, on voit qu'elle n'est pas raccrochée au vagin. Donc, ça ressemble à un utérus unicorne gauche qui serait normalement raccroché, mais si vous faites une imagerie, vous voyez qu'il y a une corne borgne qui n'est raccrochée à rien, qui reflue dans cette trompe où vous voyez un hématosalpinx avec un ovaire qui pour l'instant est totalement normal. Ça, si vous laissez évoluer, ça va être une endométriose, mais déjà, d'ores et déjà sur ces photos-là, c'est une jeune femme qui a extrêmement mal et c'est une dysménorrhée parce que l'utérus de gauche se vide bien, donc il y a des règles. L'utérus de droit est en rétention et donc est responsable de douleur. Le traitement de ça, c'est ce que vous voyez sur la dernière diapo, c'est tout simplement de retirer la partie anormale. Totalement illusoire de se dire que cet utérus de gauche, on va le raccrocher au vagin. Ça ne marche pas bien, ça ne fait que des complications. Donc autant garder l'utérus gauche qui est bien raccordé et qui, lui, va être tout à fait susceptible de porter une grossesse. Totalement à l'extrême de ces anomalies de l'utérus et du vagin, c'est l'aplasie utérovaginale. Vous en avez entendu parler très brièvement tout à l'heure. C'est le MRKH ou syndrome de Rokitansky. Et avec un petit peu la même symptomatologie, les insensibilités complètes aux androgènes présentent également une aplasie vaginale plus ou moins complète et une absence d'utérus. Première remarque, pas d'utérus, pas de règles, pas de douleur, ça n'est pas une urgence. Ce diagnostic n'est pas une urgence. En revanche, ce diagnostic, une fois que vous allez avoir prononcé le mot et expliqué ce que c'est, il va y avoir un retentissement psychologique majeur. Donc c'est une annonce qui est compliquée et je pense qu'il est potentiellement préférable de ne pas la faire
tant qu'on n'est pas dans un centre de référence. Donc, vous voyez une anomalie, vous pouvez dire, je constate quelque chose qui n'est pas tout à fait habituel, je vous propose d'aller dans un centre de référence. Les centres de référence pour les pathologies gynécologiques rares, il y a un centre principal, enfin, qui est à Necker, à Paris, mais il y a des centres de référence dans toutes les régions de France. Donc, si vous contactez le centre de Paris, vous allez pouvoir trouver les coordonnées des centres de référence dans toutes les régions. Et je pense que c'est très important, cette pathologie-là très particulièrement, d'envoyer les jeunes filles en centre de référence. Je pense que sur ma dernière diapo, je vous ai mis le site où aller trouver ces références-là. Malformation vaginale. Alors, les malformations vaginales, ça peut être totalement asymptomatique, par exemple une cloison, ou ça peut donner une dyspareunie, ou ça peut donner un signe du tampon, comme je vous disais tout à l'heure, ou ça peut donner des dysménorrhées. Donc, on va en voir plusieurs. Et à chaque fois, je vais vous montrer des photos, vous expliquer comment ça se traduit et comment ça peut se traiter. Le diagnostic de la malformation vaginale, c'est un diagnostic qui est clinique. Il suffit de faire un examen. Vous n'avez pas forcément besoin de faire un toucher vaginal. En revanche, il faut voir l'entrée du vagin. Donc, il faut bien écarter la vulve. On va voir une photo après. Les questions qu'il faut se poser, c'est s'il y a une dysménorrhée, attention, on peut avoir une malformation vaginale qui est responsable d'une rétention partielle des règles. Donc, toujours le même raisonnement, très vite chercher, est-ce qu'il y a une rétention par écho ou IRM? Et dans ces cas-là, vérifier s'il y a une malformation associée de l'utérus ou des reins, parce que je vous rappelle que l'utérus et la partie haute du vagin ont une origine embryologique commune avec les reins. Donc, quand il y a des malformations d'utérus ou de la partie haute du vagin, il faut penser à vérifier s'il y a un ou deux reins, un rein en fer à cheval, un rein pelvien, etc. Le traitement des malformations vaginales, c'est bien évidemment et très logiquement, vous l'aurez deviné, un traitement par voie vaginale. Alors, le plus fréquent, cloison longitudinale du vagin. Vous voyez là un schéma où là, la cloison qui est en rose va du col jusqu'à l'hymen. Vous pouvez imaginer des cloisons que en haut, que en bas, que au milieu. Si vous examinez les patientes, vous voyez donc deux cavités qui sont égales ou inégales. En fait, vous pouvez avoir une petite cavité d'un côté, une grande cavité de l'autre. Ça, c'est la photo lors de l'examen. Vous voyez comment on examine la vulve, on prend les petites lèvres, on les tire vers soi un petit peu comme un livre, et ça suffit très souvent à voir en fait le démarrage du vagin. Évidemment, la photo de droite, c'est une vue péropératoire qui vous montre ce qu'il faut faire. Quand on a une cloison comme ça, il faut la réséquer. Donc avant la grossesse, on la résèque. Et si par hasard on fait ce diagnostic pendant l'accouchement, ce qui peut arriver, tellement ça peut être asymptomatique ces cloisons-là, si vous faites un diagnostic pendant l'accouchement, là, ce qu'on fera juste, c'est sectionner cette cloison une fois que la péridurale est posée. On laissera l'accouchement se produire et puis on reverra la patiente bien à distance pour voir si elle a des symptômes à type de dyspareunie ou pas. Et à ce moment-là, on verra si on complète la section de cloison. Donc voilà, la cloison longitudinale de vagin, c'est quasiment un non-événement. Ça peut gêner pour les tampons, ça peut gêner pour les rapports, mais ça se traite très facilement. La malformation extrême du vagin, c'est l'hémivagin-borne. Alors, vous imaginez un vagin cloisonné avec une cloison médiane, mais cette fois, il y a un des deux côtés, vous voyez ça sur le schéma de gauche, il y a un des deux côtés où la cloison rejoint la paroi vaginale latérale et délimite donc un hémivagin qui, lui, est borne, c'est-à-dire qu'il ne s'abouche pas vers le dehors. Donc, ce qui va se passer, c'est exactement tout ce qu'on a vu tout à l'heure. L'utérus de ce côté-là, qui est donc l'utérus droit, lui, il est bien raccordé au vagin, il n'y a pas de problème, elle va avoir des règles. En revanche, l'utérus de gauche, lui, il va se vider dans un vagin qui n'est pas ouvert. Donc, le vagin va petit à petit, au fur et à mesure des règles, devenir de plus en plus distendu. Les règles vont être de plus en plus douloureuses. Ça va finir par refluer dans l'hémi-utérus gauche qui est branché sur ce demi-vagin. Ça va refluer vers la trompe et on risque d'avoir une endométriose. Ces hémivagins bornes, c'est très douloureux, c'est de plus en plus douloureux. Donc, ce sont des dysménorrhées quasiment primaires. Mais en revanche, au lieu que ça s'améliore au fur et à mesure qu'elle prend de l'âge, en fait, c'est de plus en plus douloureux. Première chose à faire, il faut bloquer les règles. À partir du moment où vous avez bloqué les règles et donné un traitement antalgique, ça vous laisse le temps de vous retourner, de faire les examens complémentaires pour poser le diagnostic et éventuellement d'adresser en centre de référence. Le traitement de ça est en théorie assez simple.
qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir réséquer cette paroi qui sépare les deux vagins. Vous voyez sur cette photo-là, la paroi, elle est là, et vous voyez qu'elle est sous tension, et que derrière, c'est un peu violet. C'est violet parce qu'il y a du vieux sang en rétention. Donc, le traitement, c'est réséquer ça. C'est pas une intervention si facile que ça, parce que vous avez la vessie à l'avant, il faudrait surtout pas faire une plaie de vessie, et vous avez le rectum à l'arrière, et là, ce serait encore plus catastrophique de faire une plaie de rectum. Donc, aucun problème. Si vous ne vous sentez pas de faire un traitement de ce type-là, ou si vous ne savez pas à qui adresser, eh bien, adressez directement en centre de référence. Malformation de l'hymen, voilà, on continue à descendre gentiment. Je vous ai mis à gauche un hymen normal, vous voyez, avec largement perforé. C'est pour ça que même avant le moindre rapport, on peut tout à fait mettre un tampon, hein, comme vous voyez. Mais il y a parfois des hymens qui sont très peu perforés. C'est ce que vous voyez là avec deux petits trous. Alors ces deux petits trous, ils sont parfaitement suffisants pour que les règles s'écoulent. Donc il n'y a pas de phénomène de rétention, donc il n'y a pas de douleur. En revanche, si elle essaye de mettre un tampon, elle ne pourra pas le positionner. Et l'hymen qui est à droite, là, c'est ce qu'on appelle un hymen cribriforme. Vous voyez, il est plein de petits trous, hein. Donc, pareil, pas de possibilité de tampon et évidemment pas de possibilité de rapport aussi. L'hymen a une origine embryologique qui n'est pas la même que le haut du vagin, donc il n'y a pas lieu de rechercher une malformation sous-jacente, ni du vagin, ni de l'utérus, ni des reins. Donc, sur ce sujet-là, malformation hyménale, il faut être extrêmement rassurant et ne pas commencer à faire une échographie qui ne va absolument rien apporter. Enfin, c'est pas à l'opposé, mais c'est à l'extrême de ces anomalies d'hymen, il y a l'hymen qui est complètement imperforé. Et alors là, on va retrouver notre séquence de rétention. C'est ce que vous voyez sur les schémas ici. Vous voyez, quand l'hymen est imperforé, eh bien, le vagin se laisse distendre. Alors, en général, il se laisse distendre quand même sur quelques cycles, hein. Ça prend 3-4 mois avant que ça commence à avoir un retentissement avec une hématométrie sur l'utérus et avant qu'il y ait un retentissement sur les trompes. Voilà l'aspect clinique. Vous voyez l'hymen, là, il est totalement distendu. C'est violet parce que c'est du vieux sang. Et le traitement, là, il est complètement logique. Ce qu'il faut faire, c'est ouvrir. Alors, pas juste faire une fente, parce que sinon ça va se recoller et on va repartir de plus belle aux règles suivantes, mais il faut faire une vraie résection. Et si la jeune femme enfin la jeune fille et ses parents sont d'accord, on peut éventuellement proposer aussi de faire dans le même temps des petites incisions radiaires sur ce qu'on laissera d'hymen, de manière à ce que le premier rapport se passe sans douleur et sans saignement. Je vous ai mis sur la même diapo le diaphragme vaginal, tout simplement parce que c'est le même raisonnement. Alors, un diaphragme vaginal transversal, s'il est complet, peut totalement empêcher l'évacuation des règles et on a le même raisonnement que sur l'hymen imperforé. D'abord un hématocolpos, rétention de sang dans le vagin, puis l'hématométrie, puis la lésion sur les trompes. Ça, c'est une photo qui n'est pas tout à fait exacte parce que vous voyez que celui-là, il a un tout petit trou, hein, mais ça devient symptomatique quand il n'y a pas de trou du tout. Là, il va falloir également lever l'obstacle. C'est une urgence, à part que vous pouvez aussi bloquer pour gagner quelques semaines. Je pense que les levées de diaphragme vaginal doivent être réalisées en centre de référence parce que là, pour le coup, c'est une intervention un peu compliquée. Il suffit pas du tout de découper une pastille parce que en fait, ce qu'on va laisser au pourtour du vagin a de grandes chances de sténoser et d'être responsable de dyspareunie par la suite. Donc là, c'est un processus chirurgical qui est beaucoup plus complexe qu'il faut déjà avoir fait. Donc, gros intérêt à envoyer en centre de référence. En résumé, tout ce que je vous ai dit, c'est quoi? Hors d'un contexte hyperalgique. Et à ce moment-là, vous pouvez toujours commencer par bloquer, ça n'est jamais une erreur. Ça vous laisse le temps de faire des examens d'imagerie, de prendre des avis, voire d'envoyer en centre de référence. Donc, en dehors d'un contexte hyperalgique, une malformation, quelle qu'elle soit, n'est pas urgente. Donc, prendre le temps de bien la caractériser, de bien l'expliquer, rassurer, il y a très peu de malformations qui vont donner des vrais problèmes sur le futur, à part cette malformation extrême qu'on a vue d'aplasie utéro-vaginale. Sinon, tout le reste se traite, se prend en charge et on peut tout à fait limiter le retentissement. Ne jamais se précipiter pour opérer. Il n'y a rien de pire que de faire une première intervention incomplète parce que le deuxième chirurgien qui va compléter le geste va se retrouver à opérer dans des tissus qui sont déjà cicatriciels et qui ne sont pas souples.
Donc, ne pas hésiter à avoir recours au centre de référence. Et je vous ai mis là le centre de référence maladie rare Necker, c'est PGR, pathologie gynécologique rare. Et là-dessus, vous allez trouver une cartographie de la France avec tous les centres de référence et vous voyez qu'il y en a vraiment euh, à peu près sur tout le territoire. Je me suis permis aussi de vous mettre mon email si vous avez un doute sur un diagnostic, si vous avez besoin d'un conseil, c'est tout à fait autorisé de m'envoyer un mail et des photos si possible pour que je puisse répondre au mieux. Voilà, j'espère que vous allez avoir des questions. Ouais. C'était en tout cas parfaitement clair. Et puis merci pour tous ces schémas, toutes ces photos qui nous ont expliqué avec précision toutes les malformations utéro-vaginales. Alors, question, on a un petit peu dépassé le temps, mais c'était vraiment très intéressant. Alors d'abord pour notre ami Charles Chaperon, euh, plusieurs petites questions. Il y en a une d'abord tu disais qu'il fallait questionner les jeunes filles sur leur symptomatologie. Est-ce que ces questions de base sont les mêmes qu'à l'âge adulte ou il y a des questions spécifiques? On peut poser ça, c'est des questions donc importantes à poser effectivement donc à l'adolescence, mais c'est vrai que si on a une femme de 30, 32 ans qui vient en Ouais, consultation pour des douleurs pelviennes, l'interroger sur la période de son adolescence, qu'elle ne va pas se rendre compte, elle ne sera pas capable de quantifier à 30 ans si sa ouais, douleur sur l'échelle visuelle analogique était à 5 ou à 8. Par contre, si elle ratait l'école ou si elle a pris la pilule à 15 ans pour des avisés donc antalgiques, ça, elle s'en rappelle très bien. d'accord, ok. Alors, est-ce que la stratégie diagnostique est différente à l'adolescence? C'est-à-dire, est-ce que on passe par l'échographie puis l'IRM ou on va un peu plus rapidement vers l'IRM? Tu as parlé d'endothèse pour l'instant, mais est-ce que l'IRM a une place prépondérante et tu la recommandes un peu plus tôt? La philosophie du diagnostic, c'est la même, c'est-à-dire que c'est un diagnostic qui maintenant est non chirurgical. Mhm. Et la différence entre les adultes et les adolescentes, c'est qu'un certain nombre d'entre elles seront vierges et qu'on ne pourra pas faire d'échographie vaginale. Donc, chez l'adulte, on fera systématiquement de première intention une échographie par voie vaginale. C'est vrai que chez certaines adolescentes, on peut faire, d'accord, une échographie par voie transrectale, mais c'est un petit peu traumatisant, etc. Et on fait plutôt donc une IRM si elles sont vierges. Oui. D'accord, ok. Mais bon, c'est-à-dire que les dysménorrhées, c'est quand même extrêmement fréquent chez les adolescentes. Alors, euh, donc il y a une sélection à partir du questionnement, quoi. Et c'est ça qui va orienter vers l'IRM, quoi. C'est l'interrogatoire qui va t'orienter de façon à savoir si c'est légitime ou pas de prescrire donc un examen donc radiologique. Et puis les traitements peuvent aussi servir de test, c'est-à-dire que si par exemple c'est pas très compliqué donc en prescrivant 3 mois d'une pilule contraceptive donc en continu. Donc, il n'y a plus de menstruation. S'il n'y a pas une amélioration significative de la symptomatologie, ben, c'est une invitation à aller rechercher d'autres étiologies. D'accord, ok. Alors justement, sur la contraception, il y avait une question qui portait sur est-ce que vraiment il faut qu'elle soit continue ou, ou Alors, non? pour certaines personnes, c'est difficile d'accepter de ne pas avoir de menstruation, surtout dans enfin, avec l'éducation qu'on a au niveau du bassin méditerranéen. Toutes les femmes sont effectivement, les latines sont, leurs menstruations sont importantes. C'est pareil pour les femmes d'Afrique du Nord. C'est pas du tout le cas en Scandinavie, en Allemagne, etc. Donc, il faut leur expliquer que sur le plan physiopathologique, c'est l'idéal pour les soulager. Par Mhm. contre, il vaut mieux prescrire une pilule en discontinu que rien du tout. D'accord, ok. Il faut essayer de leur expliquer. En général, les patientes, si on prend le temps de leur expliquer le pourquoi de la chose, c'est rare qu'au bout du compte, elles refusent. Ok. Alors, il y a aussi... attendez, je regarde les questions en parallèle. Euh, Ah oui, quand on prescrit du dienogeste, est-il obligatoire de prescrire des préservatifs à visée contraceptive? Alors, c'est vrai que le Dinogest, il n'a pas d'AMM du tout à visée contraceptive, mais bon, les études ont montré que si, bah, c'est comme la pilule, si tu oublies la pilule, c'est plus contraceptif. Mais si tu prends, non, mais si tu prends le Dinogest en continu, eh bien, il y a pas besoin de prendre de préservatif, mais il faut bien leur expliquer que c'est pas un préservatif et qu'il est important de le prendre à peu près à la même heure tous les jours. Ouais. D'accord, Moi, je ok. leur prescris pas de préservatif en plus du Dinogest. Ok. Alors, ce qui était, entre autres, de toutes les informations passionnantes que tu as présentées, c'était la question de l'évolutivité entre avant 24 ans jusqu'à 25, 29 ans.
Et est-ce que, est-ce que le fait de traiter, ça a montré qu'il y avait une stabilité des lésions? Est-ce que ça a été montré, ça, ou pour l'instant, c'est plutôt une hypothèse? Voilà, c'est plutôt une hypothèse. C'est une constatation dans 3 équipes différentes qu'il se passe quelque chose pendant les 10 premières années, en gros, après la puberté. Et parallèlement, ce qu'on sait aussi, c'est que l'évolution des lésions donc endométriosiques, elle va plutôt évoluer vers la fibrose. Donc, et à partir du moment où il y a de la fibrose, il y aura peut-être un petit peu moins d'évolutivité, ce qui peut expliquer aussi quand la fibrose est trop importante, que les traitements médicaux, puisqu'il n'y a plus d'hémorragie, sont moins efficaces. Donc, D'accord. et ça, c'est sûr, c'est quelque chose sur lequel il faut bien réfléchir et travailler dans les années à venir, parce que si effectivement ça se confirme, on a un moyen, alors pas de prévention de la maladie, mais en tout cas d'éviter son extension. D'accord, d'accord. D'éviter son extension et puis d'éviter les formes plus graves, quoi. Ok. D'accord, très bien. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Je regarde en parallèle sur ceci. Alors sinon, j'ai des questions sur pour Christine. Euh, alors, pour une femme vierge, faut-il... Ah oui, bon, ça c'est une question trop particulière. Par contre, moi c'est le centre de référence qui est une question qui est importante. Euh, D'abord, là, tu citais comme centre de référence Necker, mais Necker, ils prennent en charge les enfants jusqu'à 15 ans en Oui, général. oui, oui, tout à fait, Alors, mais on est évidemment en contact avec des services pour adultes. Par exemple, moi, ah, je travaille pas à Necker, mais les jeunes filles de Necker, c'est souvent moi qui les vois quand elles dépassent l'âge d'accord. de 15 ans. Voilà, et en fait, dans tous les centres de compétences, il y a des gynécos et des chirurgiens pédiatres et des gynécos Adulte. d'enfants et des gynécos d'adultes, bien sûr. Je vais juste, enfin, du coup, parce que enfin, pour Necker, c'est moi avec le professeur Pollack qui est sur la coordination. En fait, il y a un maillage territorial avec à la fois des services pédiatriques et des services adultes. Et Necker, c'est simplement que c'est le service qui assure la coordination nationale, mais le travail, il est fait avec l'ensemble des spécialistes, à la fois pédiatriques pour la population pédiatrique et adultes pour la population adulte. Et on travaille en étroite collaboration tous. Donc, par là, vous voulez dire que avec des chirurgiens gynécologues qui travaillent avec vous, avec Necker, en termes de centre de référence, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont opérés chez vous, forcément. Ils peuvent Non, être non, pas du opérés. tout. Ah bah D'accord, pas ok. du tout. Pas Non, du tout. Non, d'accord. non, non, pas Non, du tout. d'accord. Pas du tout. Non, non, C'est comme une absolument RCP, pas. c'est comme une RCP en cancérologie, quoi. Alors on Exactement. a des D'ailleurs, il y a des RCP. RCP nationales. Ouais, Tout à D'accord. exactement. fait. Ouais. Ouais, donc ça, je trouve que c'est une information essentielle parce que c'est vrai, moi, dans ma longue carrière, j'ai été amené à opérer, puis parfois j'ai été contraint à des situations un peu complexes, et j'espère que ça s'est bien passé. Mais d'avoir la possibilité d'avoir euh, l'avis d'experts qui se réunissent avec des imageurs, des gynécologues, plutôt pour les enfants, et puis des adultes, ça permet d'avoir un diagnostic et une conduite à tenir qui est parfois dans des situations qui sont parfois complexes, et c'est un appui pour ces familles, parce qu'il y a des situations quand même qui sont difficiles, hein. Notamment certaines que tu citais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles, et vous pouvez répondre toutes les deux, dans lesquelles ça vous semble obligatoire, enfin recommandé de vous confier pour avoir un avis parmi l'ensemble des malformations utérines, vaginales, hyménéales? Est-ce qu'il y a des situations prioritairement dans lesquelles il faut contacter ce centre de référence? Mhm. Je pense qu'on va dire toutes les aplasies utéro-vaginales, c'est pas forcément le centre de référence de Necker, bien sûr, hein, ça peut être un centre de référence sur l'ensemble du territoire. Territoire, ouais, vraiment. C'est important euh, parce que ça va donner les bons correspondants. Par exemple, l'accompagnement par un psychologue, il y a forcément un moment où ça va être nécessaire. C'est pas la même chose d'aller voir le psychologue du coin de la rue et d'aller voir un psychologue qui a l'habitude de gérer ces problématiques-là, qui va poser les bonnes questions. L'autre intérêt, c'est qu'en centre de référence, on a souvent des patients experts avec lesquels on peut proposer des échanges. Ça peut être très, très intéressant pour les patientes. En termes de chirurgie, ça veut demander un avis ne veut pas dire que
jeune femme va forcément être opérée en centre de référence, mais au moins on va dire faisons attention à ça. Regardons les images ensemble. C'est tout l'intérêt de ces staffs dont on parlait, où effectivement on regarde les images en fait, hein. On regarde les gens présentent leur dossier, non seulement la clinique, mais les images. On regarde les images, on donne des conseils. Ça ne veut pas dire que tout le monde est opéré en centre de référence, loin de là. Les anomalies méniales, il n'y a aucun intérêt à aller dans un centre de référence. Ça, c'est sûr. Voilà. Et quelle est la fréquence de ces staffs maladie, malformation? En ce moment, je dirais qu'on est à peu près à un par mois, hein, mais on va probablement être assez vite obligé de les multiplier parce que plus ça va, plus il y a de cas Exactement, plus il y a de présentés. dossiers. Mm. Ouais, ouais. D'accord. Beaucoup Et plus de donc, demandes. bon, on n'a pas vu ta Pourquoi, carte. Christine, pourquoi il y a plus de cas? Parce que Alors, les gens commencent à savoir que ce connaître. centre de référence existe. Donc, en Ouais. fait, ils envoient des. Tu vois, au début, ça a commencé par tiens, j'ai repéré tel chirurgien qui fait ça, donc j'envoie un mail. Évidemment, le chirurgien dit n'hésitez pas à présenter au stade de référence. Et donc, du coup, voilà, là, ça fait une dizaine d'années qu'on fait ça à peu près, C'est très bien. ces Ça staffs, avait hein. commencé avant moi, oui, oui. Bah, je pense même un peu plus, hein. On doit, ouais, peut-être 15 ans que ça a démarré, les RCP. Enfin, historiquement, avec Magalif, je pourrais regarder, mais ça fait plus de 10 ans, c'est sûr, et une bonne quinzaine d'années. Je suis désolée, c'est que du coup, là, c'est l'heure où j'ai du coup mes enfants dans les parages. Je suis navrée. Oui, oui, c'est vrai qu'on a toujours une limite de temps. Donc, nous, à 20 heures pile, quelles que soient les questions passionnantes, on arrête parce que voilà, on a chacun des différentes fonctions. Oui, donc, non, ça, c'est très important. Moi, je trouve d'avoir parlé aussi des centres de référence parce que pour nous, on peut être confronté à des situations complexes et d'avoir votre avis, ça me semble important. Donc, il y a une assez bonne répartition sur le plan national. Oui, Oui, tout à Ouais. fait. Dans pratiquement toutes les régions, il y a des centres de référence comme ça. Ouais. Mm, mm, oui. mm. Bon, bah, écoutez, très bien. Je pense que les différents participants à ce webinaire ont été satisfaits parce que moi, je trouve que c'était vraiment très, très intéressant et passionnant. Et tous les cinq, là, vous nous avez donné un certain nombre de connaissances précises, je dirais un peu nouvelles et pratiques aussi. Donc ça, c'est l'objet d'un webinaire parce que c'est tellement concis. Et j'espère que ça a contribué d'améliorer les connaissances des uns des autres pour, au total, améliorer la prise en charge de nos jeunes filles. Et c'est quand même l'objectif. Et on s'aperçoit qu'il y a un nombre de pathologies qui étaient jusqu'à maintenant un peu banalisé, pour pas dire négligé, et d'améliorer cette prise en charge avec votre expertise, eh bien, écoutez, je vous en remercie pour elle. Donc, à très bientôt, et on va faire donc un replay de cette superbe webinaire qui sera diffusé dans à peu près une dizaine de jours. Merci encore à vous Merci, tous, Henri-Jean. et à Merci. très bientôt. Merci pour votre Merci. invitation. Bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir.